Ok. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est l'introduction au pi-calcul. On va faire 2 cours de pi-calcul. Le cours 6 et le cours 7. Aujourd'hui, on va voir le pi-calcul, on va discuter de qu'est-ce que c'est, quelle est sa syntaxe, sa sémantique, et puis après de qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire quelles sont les équivalences qu'on peut définir sur le pi-calcul. Et puis la semaine prochaine, on verra comment on peut utiliser des types, hein, on a quelque chose qui sera à mi-chemin entre TAS et PPC, comment on peut utiliser des types pour vérifier des propriétés sur le pi-calcul. Donc je vous rappelle le schéma général, ça va m'énerver ce truc-là. Le schéma général de ce qu'on fait cette année, hein, c'est qu'on a des systèmes, ça je le répète à chaque fois, mais on a des systèmes qu'on va modéliser pour obtenir des modèles mathématiques formels, et puis on a des propriétés qu'on veut vérifier sur ces systèmes, qu'on va transformer en formules, ou en système de type par exemple, et on va vérifier les modèles vis-à-vis des formules. Et ça, on va le faire automatiquement avec des outils qui prennent des modèles formels et ils prennent des formules et qui vérifient les formules sur les modèles. Normalement, ce schéma un peu abscon, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec maintenant parce que vous avez déjà utilisé UPAL et vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Vous avez un système de machine à café ou de dîner ou peu importe, et votre système du monde réel, du monde concret, vous le transformez en un modèle mathématique dans UPAL, c'est-à-dire un ensemble d'états reliés par des transitions. Et ensuite, vous avez des propriétés. Ces propriétés, c'est deux personnes ne mangent pas du foie gras en même temps, ou c'est la machine ne sert pas de thé tant que la personne n'a pas bu le dernier gobelet, ce genre de choses, que vous traduisez en formules. Et ces formules, c'est des formules dans un langage contraint. On a vu la logique de Nancy-Milner. Pour UPAL, vous avez utilisé quelque chose qui est un petit peu différent, où on a plusieurs quantificateurs existentiels ou universels qui permettent de définir une formule. Et puis je vous avais dit aussi qu'il existe des choses plus puissantes comme le mu-calcul que vous pouvez rencontrer un jour dans votre vie. Et ces formules, ensuite, on les vérifie automatiquement sur les modèles, et c'est ce que fait UPAL. Vous avez vu, c'est un modèle checker. Il explore l'espace d'état, il est capable de vous dire si une formule est vraie ou si elle est fausse, et si elle est fausse, de vous donner un contre-exemple. Donc pour modéliser nos systèmes, on a vu 2 langages jusqu'ici. Le premier, c'est les réseaux de Petri. On l'a vu pendant un cours, on a regardé qu'on pouvait montrer qu'on pouvait faire de la vraie concurrence avec les réseaux de Petri. Et le deuxième, c'est CCS. Et on a vu que CCS est un langage qui était assez pratique parce qu'il transforme les entités, c'est-à-dire les systèmes, en processus qui ont une syntaxe assez naturelle, hein, c'est-à-dire on les voit comme des séquences d'actions avec des choix dans les séquences d'actions et de la mise en parallèle. Et on a vu qu'on peut faire des trucs du genre, je fais l'action B, et après je deviens la mise en parallèle de 2 threads, par exemple, un qui fait ça, un qui fait ça. Donc on a une syntaxe assez facile à manipuler, et puis on a vu que ça posait plein de questions, et notamment les grandes questions de CCS, c'était de dire si j'ai un processus P et un processus Q, quand est-ce qu'ils se comportent pareil? Quand est-ce que je peux identifier P et Q? On avait vu qu'il y avait plusieurs niveaux de réponse, hein, et que 2 processus qui avaient la même syntaxe pouvaient en fait être 2 écritures qui avaient une syntaxe différente, pardon, pouvaient en fait être carrément égaux, c'est-à-dire qu'ils étaient 2 écritures d'un même processus. On avait vu que c'était ce qu'on appelle la congruence structurelle. Puis après, on avait vu qu'on pouvait représenter l'évolution d'un processus par son LTS et qu'on pouvait égaliser 2 processus qui avaient le même LTS en disant bah ils se comportent pareil parce que leur schéma de transition est le même. Mais on a vu que c'était pas suffisant et qu'en fait on pouvait et qu'il y avait autre chose qui pouvait égaliser les processus, une équivalence qu'on avait appelée la bisimilarité, qui permettait de dire que même s'ils n'avaient pas le même LTS, 2 processus se comportaient de la même façon. Et on a vu enfin qu'on pouvait écrire les traces des processus, mais que 2 processus pouvaient avoir la même trace et pourtant ne pas être bisimilaires. Donc on avait des choses de plus en plus discriminantes et on avait vu que le bon niveau auquel se situait, c'était le niveau de la bisimilarité. Et malheureusement, on avait vu que c'était quelque chose qui était difficile à prouver,
puisque c'était une propriété co-inductive, et donc il faut faire le jeu de la bisimulation pendant longtemps. On avait vu que pour les prouver de manière positive, ça allait. Il suffisait de construire soi-même une relation R et de montrer qu'elle respectait le jeu de la bisimilarité. Pour les prouver de manière négative, c'était un petit peu plus compliqué. On devait raisonner par équivalence. Et heureusement, vous avez vu avec Carlos, puis avec moi en TD, qu'on avait une logique qui s'appelle la logique de Hensi-Milner, qui était en équivalence avec la bisimilarité. C'est-à-dire si deux processus satisfont les mêmes formules, si et seulement si, ils sont bisimilaires. Et donc on pouvait montrer une absence de bisimilarité en exhibant une formule telle que un des processus satisfait ces formules et pas l'autre. D'accord ? Donc voilà où on en est un petit peu dans le cours. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir un troisième et dernier modèle pour représenter les systèmes, et particulièrement les systèmes concurrents. Hein. C'est ça qu'on fait en PPC, c'est que les langages qu'on a choisis sont des langages qui permettent de modéliser les systèmes composés de sous-systèmes qui travaillent ensemble. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pi-calcul. Et le pi-calcul, c'est une évolution de CCS. Donc vous allez être en terrain connu, d'accord ? C'est juste une version plus complexe, plus compliquée et plus puissante de CCS. Alors, j'avais ce transparent-là avec à quoi ça sert d'apprendre le pi-calcul. Alors évidemment, à part valider son UE et valider son année, mais à quoi ça vous sert à vous, pour votre vie future, d'apprendre le pi-calcul? L'idée, c'est que c'est pas un langage de programmation, d'accord? On programme pas des choses en pi-calcul, de la même manière qu'on programme pas des choses en CCS, et qu'on programme pas des choses en réseau de Petri. Vous devez avoir, quand vous considérez à quoi ça va me servir le cours de PPC plus tard, enfin en tout cas la première partie de ce cours, vous devez avoir à l'esprit ce schéma. Hein. On n'est pas en train d'écrire d'être dans un langage dans lequel on programme des systèmes, on est en train d'être un langage dans lequel on va pouvoir modéliser des systèmes et vérifier des propriétés sur ces modèles. D'accord ? Donc c'est un modèle des comportements de programme. Donc vous avez un programme qui est écrit en C, qui est écrit en Go. Hein, c'est les dernières émanations du pi-calcul et des types de sessions qu'on verra la semaine prochaine. Il y a des vérifieurs qui sont utilisés pour C, Java et Go, sur lesquels on va prendre un programme et puis on va le vérifier vis-à-vis de types du pi-calcul qu'on a énoncé à l'avance. Donc on ne programme pas en pi-calcul, mais on se sert du pi-calcul comme un modèle du comportement des programmes concurrents, distribués, répartis. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez les appeler. Et ce qu'on va faire dans le pi-calcul, c'est comme pour CCS, on modélise que la partie observable du programme. Hein, vous vous souvenez de CCS, quand vous prenez votre processus CCS, vous allez d'un état à un autre état, et est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Oui. Vous allez d'un état à un autre état, et vous dites pas ce qui se passe comme transition, vous dites pas ce qui se passe à l'intérieur de P. Quand vous allez de P en P', vous dites juste, il fait une action visible A. Et donc vous montrez que ce qui est observable, que ce qui est visible. Et si jamais P' fait un calcul interne, alors vous dites, vous n'explicitez pas ce calcul interne, vous dites juste, il fait un taux, et vous dites, il y a une transition interne. Donc l'idée, c'est vraiment de s'abstraire de tout le code administratif ou séquentiel de ce qu'on étudie, et de ne regarder que la partie observable, que la partie visible. Et c'était le cas en CCS, et ce sera toujours le cas en pi-calcul. D'accord? Donc, on va s'en servir, enfin, on s'en sert dans la vraie vie pour étudier les propriétés de la notion de concurrence, hein, le fait d'avoir plusieurs choses qui travaillent en même temps, et qui travaillent de manière non déterministe et non confluente. Donc, on s'en sert pour étudier les blocages, la terminaison, la fuite d'informations. Et puis on va pouvoir prouver des théorèmes sur des modèles qui vont permettre de, 1. Développer des nouveaux langages, aussi des vrais langages de programmation, mais qui sont sûrs. Hein, vous avez des choses comme Erlang, par exemple, qui est basé sur, pas le pi-calcul, mais le modèle d'acteur, c'est-à-dire une autre théorie de la concurrence. Et donc il existe des nouveaux langages qu'on développe qui sont basés sur le pi-calcul. Après, on peut dire que Go, c'est basé sur CSP, qui est un autre concurrent de CCS, et c'est fait par Rob Pike, qui était un expert en CSP, et donc voilà, donc vous avez cette idée de travailler sur ces langages mathématiques, ça permet de développer des langages concrets, réels, que vous allez peut-être utiliser
dans votre carrière plus tard. Peut-être vous allez faire du Erlang, peut-être vous allez faire du Go, peut-être vous allez faire ce genre de langage qui utilise des paradigmes de passage de messages. Ça sert aussi à découvrir des nouvelles techniques de programmation et de preuves. Hein, il y a des preuves, toutes les preuves sur la co-induction, la bisimulation up-to, c'est des choses qui découlent de l'étude du pi-calcul. Et puis ça sert à construire des vérifieurs de programmes réels du type UPAL ou SPIN, c'est-à-dire des modèles checkers ou des systèmes de type, j'en parlerai la semaine prochaine, avec des logiciels qui analysent automatiquement votre code et qui vous disent quand est-ce qu'il respecte un protocole donné, quand est-ce qu'il se comporte comme ce que vous voulez qu'il se comporte. Et c'est cette notion de comportement qui est importante parce que c'est ça qu'on modélise dans le pi-calcul, c'est le comportement d'un programme, d'une entité au milieu d'autres entités. Alors, je vous montrerai la semaine prochaine un exemple de quand je travaillais il y a 10 ans dans un projet d'océanographie où on part de quelque chose qui est le pi-calcul typé, donc quelque chose de très formel, ce qu'on va voir en cours cette semaine et la semaine prochaine. On arrive au type de sessions qui sont des types pour le pi-calcul qui permettent de vérifier des choses bien précises, qui sont la conformance vis-à-vis d'un schéma global. Comment on développe un langage de modélisation à partir de ces types mathématiques, et comment on implémente ce langage de modélisation dans un projet réel dans lequel le code est écrit en Python, puis ensuite après en Java. Alors à quoi ça sert pour vous, d'apprendre le pi-calcul au-delà évidemment de la validation, blablabla, que vous fassiez de la recherche ou que vous soyez dans des entreprises innovantes, probablement on vous demandera de lire des papiers, et ça vous permet de vous mettre au courant sur tout ce qui est la concurrence et de comprendre un petit peu, d'avoir du recul sur les papiers de concurrence. Un bon exemple, c'est si vous travaillez dans une entreprise qui utilise Erlang, Go, ou des langages fortement basés sur le passage et l'envoi de messages, eh ben, vous allez devoir vous tenir au courant de ce qui se fait, des nouveautés du langage, par exemple, ou des non-nouveautés dans le langage, pourquoi il n'y a pas ça dans ce langage, et c'est important d'avoir du recul vis-à-vis de ça, et de connaître un peu la théorie qu'il y a derrière. Vous allez comprendre aussi des automatismes de programmation, notamment au niveau de qu'est-ce que c'est deux programmes interactifs qui font la même chose alors qu'ils ne sont pas les mêmes, hein, c'est la notion de bisimulation. Et puis, ce que je vous martèle, pour ceux qui étaient là l'année dernière en PC3R, c'est que la programmation distribuée ou concurrente, c'est difficile en soi. Hein, le fait de prendre deux programmes concurrents et de dire est-ce que c'est les mêmes ou pas, c'est une question qui est extrêmement compliquée, on l'a vu au cours des 3 dernières semaines, et c'est important que plus tard vous gardiez à l'esprit que dès que vous faites de la concurrence, dès que vous mettez des choses en parallèle et qu'il y a des interactions entre ces choses en parallèle, vous vous confrontez à des difficultés et vous risquez d'avoir des problèmes, et donc il faut faire attention quand vous faites ça. Et donc si on forme des générations de développeurs qui savent faire attention au bon moment, alors on se dit qu'on vivra dans un monde un petit peu plus sûr du point de vue des outils qu'on utilise. Et puis évidemment, la culture générale, c'est important. Vous n'êtes pas que là pour avoir un diplôme, j'espère, et c'est bien d'apprendre un petit peu ce qui se fait dans différents domaines, entre autres le domaine de la concurrence. Alors, retournons à CCS. CCS est Turing complet, et donc à l'époque où je faisais le cours de Dart aussi, je disais que CSS aussi est Turing complet, et on l'utilise dans des modèles de programmes concurrents. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe si on veut parler de messages, hein, vous vous souvenez, CCS, j'écris des choses... Attendez, il faut bien que je bloque mes deux trucs pour que mon Alt-Tab se fasse correctement. Quand on est dans CCS, vous écrivez des programmes du type A, B'.0, et on avait dit que ces choses-là, hein, ces noms avec oui ou non une barre au-dessus, on appelait ça des actions. Donc on avait des processus qui étaient définis comme des séquences avec évidemment des branchements et des boucles d'actions. Et l'idée, c'est si on veut être plus précis, et qu'on veut que ces actions, ou que certaines de ces actions, représentent des messages, c'est-à-dire représentent le fait d'envoyer quelque chose. Vous voyez que ces actions, leur but dans CCS, c'est de faire des interactions. D'accord ? L'idée de dire que ce processus fait un A visible, ça va nous servir à le mettre en parallèle avec un processus qui fait un A bar visible. Et ça va nous permettre de dire qu'on a un système qui évolue globalement, parce qu'il y en a un qui fait A et l'autre qui fait A bar. Donc on a cette idée d'interaction avec une action et son action duale, et lorsqu'on a deux entités dans la soupe
qui font des actions duales, alors elles peuvent se synchroniser et communiquer. Donc quand on a un A et un A bar, on se réduit, et cette réduction, on peut la voir comme une synchronisation des actions duales. Et l'idée qui va tout de suite après la synchronisation, c'est-à-dire, ok, quand ces deux processus-là se synchronisent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui attend l'autre et l'autre qui attend l'un, hein, c'est la définition de synchronisation, et donc qui communiquent finalement, puisqu'ils se retrouvent à un même point, pour ensuite progresser. Et ce qui arrive tout de suite derrière, c'est de dire, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas communiquer de l'information? Parce que là, la seule chose qu'ils communiquent, c'est qu'ils en sont au même point dans leur programme. Le point où lui attend du A et lui où lui produit du A. D'accord? Et donc l'idée qui arrive tout de suite après, évidemment, c'est de se dire, eh ben, comment je transmets une information? C'est-à-dire, comment lui peut, au moment où il synchronise avec lui envoyer quelque chose. D'accord? Alors si on essaie de le faire dans CCS, et qu'on veut parler d'entités interactives qui font des questions-réponses, ben on va faire une action qui s'appelle question, et puis une action qui s'appelle réponse bar. Enfin, réponse, et là on va prendre son dual, et là on a un processus qui attend une question et qui produit une réponse. Mais qu'est-ce qu'on veut faire si réponse transporte une information? Alors si jamais cette information c'est un booléen, par exemple, alors on peut faire deux actions, une action réponse true et une action réponse false. Et le comportement d'un processus qui fait les questions-réponses et que la réponse est un booléen, c'est d'attendre la question et ensuite soit d'envoyer réponse true, soit d'envoyer réponse false. Et là vous voyez que je suis plus précis parce que j'ai deux réponses différentes qui répondent aux deux contenus différents. Et là tout de suite votre vision d'informaticien arrive et vous comprenez tout de suite qu'est-ce qui se passe si je veux un ensemble de réponses plus grand. Si je veux les entiers, je ne vais pas faire question, point, réponse 0, plus réponse 1, plus réponse 2, plus à l'infini. Alors il y a quelque chose qui s'appelle le value passing CCS, qui consiste à dire qu'on peut transporter une information de niveau 1, c'est-à-dire une information de type de base, un booléen, un entier, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez écrire des choses du genre, j'attends une question, et je produis une réponse qui contiendra l'entier 42. Et puis, on peut passer à l'ordre supérieur, c'est-à-dire que plutôt que de transporter des types de base, on peut transporter des canaux. Et vous avez quelque chose qui ressemble à ça, et ça c'est le pi-calcul. Vous avez ici l'action d'attendre une question et de recevoir un canal rep. Et ensuite, sur le canal que vous avez reçu, vous envoyez la valeur 42. Donc, vous communiquez sur vos canaux des canaux. D'accord? Donc là, il y a une dichotomie qui apparaît entre vous qui m'écoutez en ce moment, ceux qui ont suivi PC3R l'année dernière et qui sont habitués à ce genre de choses, parce que c'est ce qu'on a fait en Go, hein, le fait de recevoir un canal, puis ensuite de l'utiliser pour envoyer ou recevoir des choses, et ce qu'on a fait quand on a vu les canaux synchrones d'OCaml. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé un petit peu de comment ça marchait en OCaml, le passage de messages. Donc cette idée de j'envoie ou je reçois des choses qui sont elles-mêmes des objets sur lesquels je peux envoyer ou recevoir des choses, normalement, pour vous, c'est connu. Pour les autres, bah, vous prenez le train en marche, mais ça devrait passer. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à m'arrêter si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou s'il y a une explication, vous voulez à nouveau. Mais il y a cette idée de recevoir une entité sur laquelle vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc ça, ce code-là, c'est du pi-calcul, et ça dit, sur le canal question, je reçois un canal que j'appelle rep, et sur ce canal rep, j'envoie la valeur 42. Et après, je m'arrête, hein, c'est ce point 0 que vous connaissez depuis maintenant un mois. Donc, le pi-calcul, c'est un CCS, si vous voulez, dans lequel on envoie des messages qui sont des noms, qui sont eux-mêmes des noms de canaux, sur lesquels on peut envoyer des messages, entre autres. Alors, petit intermède amusant, pourquoi le pi-calcul et où on en est dans les lettres grecques calcul. Alors, c'est pas exhaustif, parce qu'il y en a qui arrivent, c'est les lettres grecques calcul les plus célèbres. Donc, en TAS, on a vu le lambda calcul, pour ceux qui font TAS, et on a vu que c'était le modèle mathématique de la programmation fonctionnelle. C'est quelque chose qui est important épistémologiquement, hein, philosophiquement, le lambda calcul, entre autres parce que c'est lié à la thèse de Church, vous savez, ce fait que la manière dont on décrit le calcul, on peut le faire de plein de manières différentes, et qu'en fait ces manières sont toutes équivalentes, et philosophiquement, qu'elles correspondraient à la notion de calcul du cerveau humain.
Vous avez entendu parler par moi, enfin par Carlos et moi normalement, du mu-calcul comme une manière de modéliser des formules logiques infinies. Hein, c'est-à-dire, c'est une logique dans laquelle les formules, c'est vrai, faux, le et, le ou, l'implication, le token pour faire une récursion, le plus petit point fixe, le plus grand point fixe, la modalité existentielle et la modalité universelle. Donc le mu-calcul, c'est une manière de décrire, enfin c'est une logique infinie. Donc là, on va voir le pi-calcul, qui est un modèle de la programmation concurrente par passage de messages et mobilité. On dira ce que ça veut dire mobilité tout à l'heure. Il y a aussi, alors on en entend moins parler, je ne sais pas si Emmanuel l'a invoqué en TAS, peut-être à un moment où il parle du polymorphisme de rangée, mais il y a quelque chose qui s'appelle le sigma calcul, et qui est le modèle mathématique de la programmation objet. D'accord? Donc vous avez un modèle mathématique de qu'est-ce que c'est un objet avec des méthodes qui font elles-mêmes référence à d'autres objets, qui peuvent elles-mêmes contenir des objets avec des méthodes et que vous appelez, etc. Il y a un livre d'Abadi Cardelli sur la théorie derrière la programmation objet, mais de ce que j'ai vu personnellement dans la recherche, il y a très très peu de papiers sur le sigma calcul comparé évidemment au lambda calcul, au mu calcul et au pi calcul. Alors il y a le rho calcul qui est un formalisme pour la réécriture. Il me semble que vous avez évité la réécriture. Non, peut-être il y en a qui en ont fait en fin de L3 avec Frédéric, mais peut-être pas parce qu'il change d'une année sur l'autre. Donc la réécriture, c'est une manière de décrire le calcul comme un ensemble de règles qui permettent de réécrire des termes. D'accord? Si vous avez fait de la réécriture, dites-le sur le chat, mais à mon avis, vous ne l'avez pas vu, sauf si vous l'avez vu en cours d'ouverture de L3. Ah, je suis. Évidemment, il y a d'autres variantes. Il y a le lambda sigma flèche vers le haut, qu'on appelle lift calcul, qui est un lambda calcul dans lequel les substitutions sont explicites, c'est-à-dire elles font partie des termes. Le lambda mu tilde calcul, c'est un truc super important, parce que c'est le lambda calcul qui est en correspondance de Curie-Howard avec la logique classique, avec la logique qui contient le tiré exclu. Et puis Etchopai, c'est une version du pi calcul qu'on verra à la fin du cours si on a le temps. Donc voilà, intermède amusant terminé. Et maintenant, parlons du pi calcul. Alors, on commence par la syntaxe du pi calcul. Et l'idée, c'est d'avoir un ensemble infini. Alors, on avait dans CCS des actions. Hein, ça, c'était des actions. Et ces choses-là, ces choses qui composent les actions des processus, en pi calcul, elles vont être basées sur ce qu'on appelle des noms ou des canaux. D'accord? Donc, vous avez un ensemble infini de noms ou de canaux qu'on va dénoter par les lettres romaines, hein, A, B, C, X, Y. Et donc c'est un peu comme en CCS, sauf que ici on va appeler ça des canaux sur lesquels on peut communiquer des choses. Donc en CCS on appelait ça des actions qui se synchronisaient. Ici on va appeler ça des canaux sur lesquels on communique des informations. Et puis comme en CCS, en plein de trucs, en TAS, dans d'autres cours, vous avez l'habitude, la substitution, ça s'écrit P crochet X sur Y, et ça c'est le processus qui est obtenu à partir de P en remplaçant toutes les occurrences de Y par X. Donc ça vous avez l'habitude. Donc en lambda calcul, on écrit M crochet N sur X pour le processus M dans lequel N remplace X partout. Mais ici on va remplacer que des noms par des noms, et pas des noms par des processus. Donc ça va être plus simple. Donc par exemple, prenez ce processus CCS, A.B bar parallèle B bar.A. Le processus P dans lequel C remplace B, eh ben je remplace B par C, donc ça devient A.C bar parallèle C bar.A. Donc désolé de la facilité et de la trivialité de ce que je vous dis, c'est juste pour qu'on parte sur des bonnes bases. Et ici vous avez P A sur B, c'est-à-dire je remplace B par A, et vous voyez ça fait c'est cocasse parce que ici vous avez un processus qui est bloqué. Hein. D'un côté je veux faire A, l'autre côté je veux faire B bar, donc il peut pas parler. Les deux ne peuvent pas se parler. Par contre, si je remplace B par A partout, là j'ai A.A bar, là j'ai A bar.A, et en fait maintenant ils peuvent se parler, parce que ici j'ai un A et en face j'ai un A bar. Donc attention, en pi calcul, on va faire des substitutions, et donc une substitution va pouvoir changer la sémantique du processus. Des trucs qui se réduisaient pas peuvent maintenant se réduire une fois qu'on a changé les variables. Donc on ne va pas parler de variables, on va dire que tout est des noms, et moralement les variables ce sera les noms liés. D'accord? Donc voilà la syntaxe du pi calcul. Et si vous regardez, c'est la syntaxe de CCS à 2 changements près. Donc on a
le processus vide, on a l'émission, output, la réception, input, la réplication, bang, la mise en parallèle de deux processus, hein, avec une double barre ou une simple barre, peu importe, la restriction d'un nom dans un processus, et le choix entre deux comportements, P et Q. Ce qui change, c'est ce qui est en rouge. Il y a deux différences depuis CCS, mais ces différences, elles vont être énormes en termes de ce qu'on peut faire avec le langage et des difficultés d'analyse des programmes. Vous allez le voir quand on va le faire, la bisimulation. Ici, quand je fais l'émission entre piquants, je mets le message que j'envoie. Donc la V, c'est une valeur, c'est un message. Et en fait, on a dit que les valeurs étaient des noms. Donc en fait, V, c'est un nom aussi. Donc là, il ne faut plus le voir comme je fais l'action à barre et je deviens P, mais comme j'envoie sur le canal A une valeur qui est un nom qui s'appelle V. Et de manière duale, évidemment, la réception, elle reçoit sur le canal A un nom qu'elle appelle X, et évidemment, X peut apparaître dans P. X, ça lit le nom X dans la suite, et donc vous pouvez ensuite faire des choses avec X dans le corps de P. Bang P, c'est la réplication. Vous avez une idée de ce que c'est parce qu'on en a parlé un peu dans les TD précédents. C'est moralement une infinité de copies de P en parallèle. D'accord ? Et c'est ça qui permet d'être Turing complet. D'accord ? C'est le fait de pouvoir décrire une infinité de processus qui ont le même comportement en parallèle. Donc A barre de V.P, c'est un processus qui envoie V sur A et qui continue ensuite selon P. A de X.P, c'est un processus qui reçoit quelque chose sur A qu'il appelle X et qui continue comme P. D'accord ? Évidemment, P peut utiliser X, c'est ça la notion de variable dont je parlais tout à l'heure. Bang P, c'est une infinité de copies de P en parallèle. Donc là, par exemple, j'ai une infinité de copies de A bar.0, donc une infinité de copies de processus qui envoient rien du tout sur A, et de l'autre côté, une infinité de processus qui reçoit sur A. Et donc si je les mets en parallèle, je peux faire une infinité de réduction. Parce que là, j'ai une infinité de copies de trucs qui envoient sur A, et une infinité de copies de trucs qui reçoivent sur A. Et donc les deux ensemble peuvent se réduire plein de fois. Donc comme en CCS, on oublie les occurrences de 0 derrière les préfixes, vous avez l'habitude. Quand j'écris B bar de C, point C de X, point 0, j'oublie le dernier point 0. D'accord ? Et on a une notion de non lié, qui est que AX.P, ça lit X dans P, hein, c'est une variable, et que NuAP, ça lit A dans P, c'est un nom secret qui est caché dans P, mais ça vous avez l'habitude avec le pi-calcul. Donc on fait de l'alpha équivalence de non lié si possible, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire comme d'habitude des processus qui respectent des conventions de Baron-Drake, c'est-à-dire que les non liés sont distincts 2 à 2 et sont distincts des non libres. Hein. Donc typiquement c'est comme en CCS, vous avez l'habitude, si vous avez NuA A de X point X bar parallèle NuA A bar de V, moralement, là vous liez un nom A, vous prenez un nouveau nom A qui va être lié là-dedans. Si vous prenez un nouveau nom A qui va être lié là-dedans, donc moralement c'est deux noms différents. Donc on va renommer ce processus en par exemple NuA A de X point X bar parallèle NuB B bar de V, pour bien montrer que c'est deux noms différents, parce qu'ils sont liés au même endroit. Et maintenant qu'on a des lieurs ici, on va pas pouvoir écrire des choses du genre NuC, C, D de C par exemple, point C bar. Ça c'est ambigu, parce que le C, je sais pas si c'est celui qui est lié là, ou celui qui est lié là, donc on va s'interdire d'utiliser une même variable pour deux lieurs différents, et l'idée c'est d'avoir des processus propres, alors exactement comme TAS, pour ceux qui font, comme le lambda calcul en TAS, ou ceux qui ont fait le projet de TAS, c'est-à-dire tout le monde quasiment, vous avez eu l'habitude de manipuler ces fonctions qui renomment des processus pour qu'ils soient utilisables. Alors on a une congruence structurelle, comme en CCS, et donc elle sert à la même chose qu'en CCS, c'est-à-dire elle sert à égaliser deux processus qui s'écrivent différemment, mais qui sont en fait deux écritures différentes pour le même processus. D'accord ? Donc c'est pareil qu'en CCS. Quand vous avez P parallèle 0, c'est la même chose que P. D'accord ? Quand vous avez P parallèle Q, c'est la même chose que Q parallèle P. C'est une autre écriture pour le même processus.
Quand vous avez P parallèle Q parallèle R, c'est la même chose que P parallèle Q parallèle R. Donc vous avez le neutre du parallèle, la commutativité parallèle, l'associativité du parallèle. Pareil pour le plus. Hein. Vous avez la commutativité des nus. Hein, un non secret dans A. Un non secret dans A dans le processus, un non secret B dans le processus P. C'est la même chose qu'un non secret B dans le processus, un non secret A dans le processus P. Bon. Vous avez 0 qui est le neutre pour le nu. Et vous avez cette chose-là qui existait déjà en CCS, hein, la scope extrusion, qui est que lorsque j'ai un non secret A dans P et Q, si Q ne parle pas de A, alors je peux mettre mon non secret juste devant P, et pas devant Q. Et vice-versa. Si j'ai P qui a un nu A devant lui, et qui est en parallèle d'un Q qui n'a pas de nu, lui, ou enfin, il peut en avoir mais à l'intérieur de Q, alors si jamais A n'apparaît pas dans Q, je peux rentrer Q à l'intérieur du nu A. D'accord? C'est-à-dire les processus qui ne parlent pas de A, on peut les rentrer ou les sortir de l'intérieur du nu A. Ça c'est pareil qu'en CCS. Et enfin la réplication, il y a une règle qui permet de la déplier. Une infinité de copies de P, c'est la même chose qu'une infinité de copies de P en parallèle, une copie de P. D'accord? Infini, c'est la même chose que infini plus 1. Et puis on a des règles de congruence qui disent que si deux processus sont congruents, leur composition parallèle est congruente aussi. Ça veut dire que c'est une congruence, que ça passe à tout. Et comme en CCS, ça permet de dire quand deux processus sont le même processus avec deux écritures différentes. Donc là, vous avez le processus nu-V, et dans nu-V, j'ai A bar de V, bang AX, A bar de B. Et ça, c'est une autre écriture pour le processus A bar de B, hein, c'est celui qui est là. AX, c'est une copie de celui-là, bang AX, un autre AX, et nu-V, A bar de V. Donc je peux passer de l'un à l'autre en utilisant ces règles qu'il y a au-dessus. Par exemple, je peux rechanger l'ordre de AB, bang AX et AV. Je peux déplier ma réplication pour récupérer deux copies de AX, hein, puisque ça c'est une infinité de copies de AX. Et je peux faire sortir tout le monde du nu-V, sauf le seul qui parle de V. Voilà. Donc cette extrusion, c'est l'origine de la mobilité, qui est la différence entre le pi-calcul et les CCS, on va le voir tout à l'heure. Et on ne peut pas utiliser, on va voir dans la sémantique, bang P directement. Il faut d'abord le déplier pour récupérer une copie de P, pour ensuite l'utiliser. Bon. Voilà la sémantique de réduction du pi-calcul. Donc vous vous souvenez, hein, comme en CCS, on a une sémantique de réduction qui nous dit quand est-ce qu'un processus P se réduit en un processus P'. Et puis on va avoir une sémantique de transition qui nous dit quand est-ce qu'un processus P peut faire une action A pour faire un processus P'. Et vous vous souvenez que ça donne le LTS du processus, et que c'est toujours plus complexe, au sens où ça inclut la réduction. Parce que si P se réduit en P', alors ça veut dire que P peut faire taux pour aller en P'. D'accord? Mais par contre, quand P fait A pour aller en P', ça ne veut pas forcément dire que P se réduit, et entre autres, il manque l'autre côté du A pour faire une réduction. Voilà, donc la sémantique de réduction, c'est comme en CCS. Si vous avez un processus qui attend de recevoir X sur A pour ensuite faire P, en face d'un processus qui envoie V sur A pour ensuite faire Q. Alors les deux se synchronisent sur le canal A, on dit qu'ils communiquent sur le canal A, et on a le passage du message. Hein. C'est pour ça que qu'on est dans un langage à passage de message. Ce V-là va être communiqué de cette partie-là du parallèle à l'autre partie du parallèle sur le canal A. Donc celui-là, il devient Q, il a fait son émission, et celui-là, il devient P dans lequel le message remplace la variable, dans lequel V remplace X, parce qu'il vient de recevoir V. Donc on communique une information d'un côté de la soupe à un autre côté de la soupe, d'accord, et cette information, elle vient instancier le corps du récepteur. Voilà, après pareil, si P se réduit en P', bah P parallèle Q se réduit en P' parallèle Q, ça vous avez l'habitude depuis CCS. Si P se réduit en P' et que je cache A dans P, bah, ça se réduit en caché A dans P'. Et puis, je peux utiliser la congruence structurelle de la page d'avant pour modeler comme je veux mon processus ici, récupérer un nouveau processus, le modeler comme je veux, et récupérer un processus ici. Donc c'est similaire à CCS. On parle de communication, de messages qui sont transmis d'un côté à l'autre, et la réplication n'apparaît pas dans la sémantique, il faut déplier les morceaux de réplication pour pouvoir les utiliser. Alors évidemment, là, je ne vous ai pas mis le choix,
D'accord, mais l'idée c'est qu'il y a une sémantique comme pour CCS avec du choix. Si vous êtes dans un plus, et ben vous choisissez une branche et qu'il y a une branche du plus qui peut se réduire avec une autre branche du plus, bah évidemment on oublie les branches du plus qu'on n'a pas fait. D'accord. Bon, ça c'est, vous avez l'habitude maintenant que vous avez fait du CCS, de dire quand j'ai un plus, bah, il y a une branche, s'il y a une branche qui peut faire quelque chose, bah, les autres branches disparaissent pour toujours. D'accord. Donc on va faire des exemples de sémantique de réduction pour voir si on a bien compris tout ce qui se passe. Alors, est-ce que je peux faire un truc malin? Hop. Alors, ici, j'ai le processus A bar de B. Alors, je les recopie ici. J'ai A bar B parallèle A bar C parallèle A de X D bar de X. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Vous voyez que ici, j'ai quelque chose qui émet sur A et ici, j'ai quelque chose qui reçoit sur A. Ici, j'ai quelque chose qui émet sur A et quelque chose qui reçoit sur A. Donc, je suis dans un cas de concurrence. D'accord? Je peux faire soit l'un, soit l'autre. Donc, si je choisis de faire ce qui est en bleu, lui va pas bouger. Donc, il va me rester un A bar de B. Lui va se communiquer C à lui, puis ensuite, il va devenir 0, donc il va disparaître. Lui, il va recevoir C, et donc X va être remplacé par C. Et il devient D bar de C. A l'inverse, si je fais la réduction rouge, c'est lui qui ne va pas bouger. Il va me rester un A bar de C. Et le X là va être instancié par le B qui est là. Et donc je vais avoir des barres de B. Donc c'est important de m'arrêter si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire là. D'accord? Parce que c'est l'étape de base. Et l'étape de base, c'est de dire, je regarde dans ma soupe, c'est-à-dire dans ma composition parallèle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut émettre, et est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent émettre et recevoir sur le même canal? Si c'est le cas, elles peuvent communiquer entre elles, et dans ce cas, j'écris ce qui se passe après. Donc là, j'ai fait la communication bleue, lui a communiqué avec lui, et là j'ai fait la communication rouge, lui a communiqué avec lui. D'accord? Maintenant, ici j'en ai un autre, j'ai A bar de B plus A bar de C parallèle A de X D bar de X. Donc là c'est un peu pareil, j'ai mes deux branches du plus qui peuvent communiquer avec le processus qui est en face. Si je fais la branche rouge, alors j'arrive sur... Donc celui-là communique avec celui-là, lui disparaît, hein, les branches qu'on choisit pas, elles disparaissent, donc tout ce truc-là disparaît, et là il me reste la continuation, dans lequel B remplace X, et il me reste D bar de B. Si jamais je fais l'autre, je fais la réduction bleue, il me restera D bar de C. D'accord? Ensuite, le suivant, j'ai A bar de B, parallèle A bar de C, parallèle A de X, point X bar de V, parallèle B de Y, point A de... Donc c'est ça qu'on fera en TD tout à l'heure aussi, hein, c'est pour ça que c'est un peu un court TD. Et on s'entraîne à faire des réductions pour que vous sachiez vous-même faire les réductions du pi-calcul. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Là, ma soupe, elle est composée de 4 processus. D'accord? Lui, 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 lui. Lui, il écoute sur B. Bon. Lui, il écoute sur A. Lui, il émet sur A. Lui, il émet sur A. Du coup, vous voyez qu'il y a deux possibilités. Lui se marie avec lui, ou lui se marie avec lui. D'accord? Si je fais la possibilité rouge, qu'est-ce que j'obtiens? Lui n'a pas bougé. D'accord? Lui a disparu, hein, parce qu'il avait qu'un seul préfixe. Lui disparaît, lui bouge pas. Lui reçoit sur A la valeur B, hein, le canal B, donc X devient B, et j'ai un B bar de V. Et lui bouge pas, il est toujours là. J'ai B de Y, point A, Z. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois trucs dans ma soupe, lui, lui et lui. Lui, il émet sur A, lui, il émet sur B, lui, il écoute sur B. Donc je peux marier les deux là. Et ça va me faire, lui bouge pas, A bar de C. Et je vais réexpliquer le deuxième. Je finis celui-là et je réexplique le deuxième.
Donc, essayez de comprendre celui-là, et puis sinon, je explique le deuxième. Donc, lui, A barre de C, bouge pas. Du coup, B barre de V, il joue avec lui, bah, il disparaît. Lui, cette chose-là disparaît, mais Y devient V. D'accord? Bon, il n'y a pas de Y dans la suite. Donc, il n'y a rien qui devient V. Et il me reste que la suite qui est A de Z. Et là, vous voyez, j'ai un A bar et un A. Ils peuvent se réduire et ils deviennent 0. Ils disparaissent tous les deux. D'accord? Si j'avais pris la réduction bleue, ici, si j'avais pris la réduction bleue, alors lui ne bouge pas, il reste. Lui, il disparaît. Lui, il mange son préfixe en recevant X, en recevant C sur X. Donc il devient C bar de V. Et lui, il bouge pas. Donc il me reste B de Y, point A de Z. D'accord? Et là, je suis bloqué. J'ai 3 bonhommes dans ma soupe. Un qui veut faire A, qui veut envoyer sur A, un qui veut envoyer sur C, un qui veut recevoir sur B. Donc je peux pas me réduire. Donc vous voyez que là, j'ai de la concurrence implicite parce qu'il y a 2 A bar qui veulent parler avec ce A. Et qu'en fonction de celui qui est choisi, soit je peux continuer et j'arrive à un processus 0 où tout le monde a disparu, soit je suis bloqué et j'arrive à un deadlock. D'accord? Donc vous comprenez, hein, ça ressemble un peu à du CCS, sauf que là, on passe des messages, et en fonction du message qu'on passe, on change la sémantique. D'accord? Ce X là, s'il devient un B, c'est super parce que il va pouvoir parler avec lui, mais s'il devient un C, bah, je suis bloqué parce qu'il ne peut plus parler avec personne. Donc en fonction du message qu'on transporte, la sémantique peut être changée. Donc je vous réexplique le deuxième. Le deuxième, on a 2 processus dans la soupe. On a à droite celui qui veut recevoir quelque chose sur A, recevoir un X, puis ensuite faire des barres de X. Et à gauche, on a un processus qui a un choix entre soit j'envoie B sur A, soit j'envoie C sur A. Donc si vous vous souvenez en CCS, mais si vous vous souvenez ça, je vous le réexplique, quand vous avez un choix, si vous pouvez faire un des côtés du choix, vous oubliez, hein, vous envoyez dans l'oubli l'autre côté du choix. D'accord? Donc ça veut dire que si jamais je choisis de faire que lui peut communiquer avec un autre, lui disparaît dans l'oubli. Donc si jamais je choisis le rouge, donc A bar de B joue avec ce A de X, point D bar de X. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lui va disparaître, évidemment. Je vais prendre sa continuation, mais elle est vide. Et l'autre côté va disparaître entièrement. Donc ce côté-là disparaît entièrement. Donc en fait, ce côté-là disparaît complètement. Et de l'autre côté, il me reste ça, dans lequel B remplace X. Inversement, si je prends ce côté-là, alors j'arrive dans la continuation de lui, mais qui est 0, et l'autre côté disparaît entièrement. D'accord? C'est différent de là, où il y avait un parallèle, parce que là, quand je prends un des bonhommes, un de ces 2 bonhommes-là pour le jouer avec lui, l'autre, il reste. Il est en parallèle. Alors que quand c'est un plus, c'est soit l'un, soit l'autre, et dès que vous en prenez un, vous oubliez tout le reste du plus. Et ça marche aussi quand vous avez un plus multiple, hein, si vous avez P plus Q plus R, par exemple, si vous voulez, et qu'en face vous avez un processus S, si vous voulez synchroniser P et S, d'accord, vous allez oublier complètement Q et R. C'est ça le choix. C'est-à-dire quand on choisit une des branches pour se réduire, alors les autres branches disparaissent pour toujours. Voilà. Alors, un comportement infini, hein, pour bien montrer qu'on est Turing complet. Ben, ça montre pas, mais ça donne l'idée. On va prendre le processus là. Donc lui, c'est une infinité de copies de j'émets V sur A, et ensuite j'attends quelque chose sur A, que j'appelle X. Alors évidemment, là il y a une variable liée qui s'appelle X, c'est pas le même X dans toutes les copies de l'infinité de copies, mais c'est dur à écrire autrement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce processus-là? Ici on a un processus qui écoute sur A, et ici on a un processus qui ne peut rien faire. Vous vous souvenez? C'est la sémantique que j'ai donnée au début de ce cours. On va changer au milieu de ce cours pour que ce soit plus pratique, mais pour le moment, c'est quelque chose qui ne peut rien faire. Donc si ça peut rien faire, je vais le déplier. Ce truc-là, c'est équivalent à je prends mon processus infini et je le déplie une fois. Donc si je le déplie une fois, ça c'est pas une réduction, hein, c'est juste une congruence structurelle, c'est une autre écriture de ce même processus, sauf que entre les deux, j'ai déplié une fois. J'ai déplié une fois, pardon, attendez, je me suis trompé dans le... Pouf, 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 pouf.
Ouf. Déplier une fois, c'est que j'ai un truc comme ça, et il reste lui. D'accord? Donc ça, c'est une autre écriture du processus au-dessus. Et là, qu'est-ce que vous voyez? J'ai toujours ce truc qui ne peut pas se réduire, mais ici, j'émets sur A, ici, je reçois sur A. Donc là, je peux avoir une réduction, et à ce moment-là, cette réduction, ça me dit, bah ça, ce truc-là, j'y ai pas touché, donc ça reste. C'est un A bar de V.A de X. Ça, ce A bar de V, il se réduit avec le A de X. V est transporté, et il instancie le X ici, mais il reste plus rien derrière, donc ça fera rien derrière. Et il me reste le A de X qui est là. Et là, vous reconnaissez, attendez, parce que vous reconnaissez qu'en fait, je me suis réduit en moi-même. Hein. Cette chose-là, c'est la même chose que ça. Et ça, on a dit que c'était la même chose que ça. Donc on a un processus qui se réduit sur lui-même en un coup. On va voir d'autres processus infinis. Alors lui, c'est une infinité de copies c'est une infinité de copies de je restreins le nom V et je fais A bar de V.A de X parallèle A de X. Donc quand je déplie mon processus et que je récupère un UV A bar de V.A de X parallèle une copie UV A bar de V.A de X parallèle lui A de X. Donc là j'ai déplié une fois. Il faut que je renomme mon processus. Parce qu'ici j'ai un UV, ici j'ai un UV, bah c'est pas le même UV. Donc ça devient, lui il reste, j'ai un UV A bar de V A de X, et lui il devient nu W1, par exemple, A bar de V A de X. Et seulement après je fais ma réduction, et quand je fais ma réduction, je reviens sur le processus initial. Bon, c'était pas très intéressant. Est-ce que j'ai d'autres trucs rigolos? Ah oui, celui-là. Donc celui-là, c'est A de Y. Pang A de X, point A bar de X. A bar de V. Donc je le déplie une fois. Donc je mets mon bang, je garde mon bang à gauche en réserve. A de X, point A bar de X. J'ai mon A de Y qui est... Ah non, pardon. J'ai dit que je dépliais une fois. Donc je récupère une copie de A de X, point A bar de X. J'ai toujours mon A de Y et j'ai toujours mon A bar de V. Là, vous voyez qu'il se passe deux choses. Soit lui réduit avec lui et ensuite je suis à un processus qui est bloqué. Soit lui réduit avec lui et à ce moment-là, j'ai un processus qui revient sur lui-même. D'accord? Donc là, j'ai un processus qui... Il faut que vous puissiez le voir à ce moment-là. Hein. Que ce processus-là, soit il se bloque, c'est-à-dire ce A bar de V joue avec ce A de Y, et à ce moment-là, bah, je suis bloqué, j'ai plus rien, j'ai plus que ce truc-là qui fait rien tout seul. Soit ce A bar de V joue avec une copie du truc qui est en infinité, et je récupère un autre A bar de V que je peux ensuite rejouer jusqu'au moment où je bloque. Donc c'est un autre... ceux qui ont fait TAS et lambda calcul, vous reconnaissez des trucs du genre KI oméga, d'accord? C'est une autre instance de machin qui boucle et qui à tout moment peut s'arrêter de boucler. Est-ce qu'on peut faire vite fait dire ce qui se passe dans les deux autres? Alors lui... non mais celui-là on verra plus tard, entre autres la prochaine fois. Mais en gros ici, vous avez ce C-là qui peut soit jouer avec celui-là, à ce moment-là, on s'arrête, puisqu'il vous reste plus qu'un truc qui coûte du C et un truc qui émet du A, soit jouer avec celui-là, et à ce moment-là, cette réplication-là, elle devient ce qu'il y a au-dessus, en gros, le A bar de X.X, puisque le Z devient un A. Et à ce moment-là, vous pouvez boucler à l'infini. Et ici, vous avez quelque chose qui... soit ici, vous envoyez ce B sur A, et il vous reste quelque chose qui fait à l'infini du BA, enfin il vous reste un BA que vous ne pouvez pas utiliser. Si vous envoyez ce AA sur A, à ce moment-là vous récupérez un AA, vous pouvez récupérer à l'infini. Mais c'est trop bizarre,
d'envoyer le nom A sur lui-même. Enfin, peut-être c'est pas si bizarre que ça si vous réfléchissez en termes de Go, par exemple, mais en termes de OCaml, c'est pas possible. Hein, les canaux synchrones d'OCaml, ils vous permettent pas d'envoyer un nom sur... d'envoyer un canal sur lui-même. D'accord? Alors, dans l'exemple d'avant, est-ce que c'est NuV1W1 ou NuW1AV? Ah oui, oui, c'est vrai que je fais pas mes parenthèses correctement. Donc ce que je voulais écrire, c'est ça. Le NuV, il va autour de tout ça. Donc ici, il va comme ça. Ici, il va comme ça. Ici, il va comme ça. Et ici, il va comme ça. Et du coup, quand vous voulez faire votre réduction là, il faut que vous rentriez quelque chose à l'intérieur du nu. Donc il faut que vous avez toujours ce NuV, la réplication. Mais ensuite, il faut que vous rentriez, pardon. Alors, attendez, là, ah oui, non, c'est là où je me suis trompé en fait. C'est ça, c'est quand j'ai renommé W1, il faut que je renomme ce truc-là. C'était ça que vous vouliez dire? Effectivement, c'était une erreur de ma part. Donc ici, j'ai ça. Lui, je le rentre à l'intérieur de mon UW1. Et c'est seulement une fois qu'il est rentré à l'intérieur que je peux réduire ensemble le A bar et le A. Voilà. Oui, pardon, je m'étais trompé pour la variable. Bon, merci. Voilà, donc on en refera un peu tout à l'heure. Et l'idée, c'est que pour le partiel et l'examen, vous devez être capable de réduire des processus depuis calcul. C'est-à-dire, et réduire, ça ne veut pas seulement dire une séquence, hein, ça veut dire un arbre, parce qu'un processus peut se réduire dans plusieurs chemins différents. Donc ça, c'est des choses que vous devez maîtriser, mais c'est assez pédestre, hein, une fois qu'on a compris les règles, on y arrive assez facilement. Alors, premièrement, on va voir qu'on peut utiliser la polyhadicité pour avoir quelque chose d'un peu plus clair et d'un peu plus utile. L'idée, c'est que plutôt que d'envoyer un message à chaque fois, on va transporter plusieurs messages en même temps. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un seul message qui peut être composé d'un certain nombre de noms. Hein. Vous vous souvenez, dans le PyCalcul, on envoie des noms, et dans tous mes exemples jusqu'ici, on reçoit à chaque fois un nom. Et là, on va tout de suite passer à un PyCalcul plus utilisable concrètement pour faire de la modélisation, qui va être qu'on peut recevoir plusieurs noms en même temps, ou envoyer plusieurs noms en même temps. Donc vous avez un préfixe A qui reçoit x1, x2, xn, et en face, vous avez un bonhomme qui fait A bar v1, v2, vn. Bah, si vous avez le même n, si vous n'avez pas le même n, ça explose. Hein. Vous pouvez pas réduire quelqu'un qui attend de recevoir 3 choses avec quelqu'un qui envoie 4 choses, par exemple. Donc si vous avez le même n, les deux peuvent communiquer, et évidemment, ce qui va se passer, vous vous en doutez, c'est que V1 va remplacer X1, V2 va remplacer X2, et Vn va remplacer Xn dans le corps de celui qui reçoit. J'ai oublié un point Q ici, corps c'est A bar point Q, et évidemment, si j'envoie V1, Vn sur A, et qu'en face je veux recevoir X1, Xn sur A, et bien ça marche, s'il y a le même n des deux côtés, et lui devient P dans lequel V1 remplace X1, V2 remplace X2, et Vn remplace Xn. D'accord? Et puis comme on est dans des processus qui respectent la convention de Baron-Drake, si on les a écrits correctement, remplacer les x1, xn par v1, vn, c'est la même chose que d'abord remplacer x1 par v1, puis x2 par v2, puis xn par vn, et dans n'importe quel ordre, ça marche aussi. Ça marche uniquement parce que les variables liées sont distinctes de z2. Hein. Et on peut aussi avoir quelque chose avec n égale 0. Si n vaut 0, ça veut dire que lui veut recevoir 0 truc sur A, et lui veut envoyer 0 truc sur A. Mais c'est pas ne rien faire que d'attendre de recevoir un message vide, d'accord? Normalement, vous avez une idée de comment ça marche la programmation concurrente, et attendre un message vide, c'est pas la même chose que rien faire. C'est la même chose que se synchroniser avec quelqu'un. Donc du coup, comme on se synchronise, on retombe sur CCS, c'est-à-dire sur les actions qui synchronisent l'une avec l'autre. Donc quand on doit recevoir 0 message, on n'écrit pas A parenthèse parenthèse, mais juste A. Et quand on voit envoyer 0 message, on n'écrit pas A piquant piquant, mais juste A bar. Et du coup, on retrouve CCS. Et on peut écrire des processus du genre, sur A, je reçois 2 choses, X et Y, et ensuite, j'envoie rien sur X, en parallèle de, je reçois rien sur Y. Et en parallèle de ça, je mets un processus qui soit envoie B et C sur A, soit envoie B et B sur A. Si vous êtes dans le flow du cours, vous comprenez ce qui se passe
dans cet exemple, hein, un bonhomme qui reçoit x et y sur A, et ensuite qui met en parallèle x bar et y, et ce bonhomme-là, je le mets en parallèle de lui, il envoie B et C sur A, et lui, il envoie B et B sur A. Vous voyez bien ce qui peut se passer, c'est que si jamais je choisis de réduire la partie gauche de mon plus, alors je vais récupérer un B bar parallèle C, et ça ne peut pas se réduire. Si je choisis de réduire la partie droite de mon plus, je vais récupérer un B bar parallèle B, et ça pourra se réduire encore une fois. D'accord? Donc en fonction de la branche du plus que je choisis, ça va avancer de manière différente. Alors, qu'est-ce que c'est la mobilité? Parce que c'est ce qu'on vend quand on vend le pi-calcul. Par rapport à CCS, on dit CCS, ça représente la concurrence, et le pi-calcul, ça représente la mobilité. C'est une notion philosophique plutôt vague, mais qu'on peut donner avec des choses précises ici. La mobilité, c'est la capacité de modéliser des systèmes dont la topologie évolue à l'exécution. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire la topologie, hein, tout est là-dedans, c'est en gros les liens entre les différentes parties d'un système. Et c'est l'idée de la scope extrusion qu'on peut vraiment utiliser ici alors qu'on ne pouvait pas le faire en CCS. Imaginez que j'ai un processus P1 dans lequel il y a un nom secret qui est B, qui est connu que de P1, d'accord? Et P1 il fait A bar de B. Donc si vous réfléchissez à ce que ça veut dire, c'est que P1 a un secret, un nom privé que les autres ne connaissent pas qui s'appelle B, mais ce que fait P1, c'est qu'il fait A bar de B. Donc il envoie son nom B sur le canal A. Donc si le canal A n'est pas secret, il est en train de diffuser son secret. Et en face, vous avez P2, qui est un serveur qui reçoit des requêtes sur C et qui traite les requêtes. D'accord? Et P2, il peut recevoir quelque chose sur A et mettre en place une infinité de copies de X qui reçoit R.R'. C'est en gros un serveur qui reçoit des choses sur X. Donc si vous mettez P1 et P2 ensemble, en cachant A, par exemple, ce qui se passe, c'est que vous avez quelque chose qui reçoit des requêtes uniquement sur C, parce que P2 ne connaît pas le nom B, et ensuite, vous avez P1 qui envoie sur le canal A le nom B, et vous avez P2 qui met en place un serveur sur le nom B. Et ensuite, vous avez un gros processus qui reçoit à la fois des requêtes de serveurs sur C et des requêtes sur B. Donc vous changez la topologie du système. Vous avez un processus qui est capable de recevoir des choses uniquement sur C, à l'infini, et puis vous lui communiquez un nouveau nom qui au départ était privé dans un coin de votre soupe, et maintenant il met en place un nouveau serveur qui peut recevoir des choses sur B. Alors évidemment, si vous avez communiqué B à personne d'autre, personne ne va vous contacter sur B. Mais l'idée c'est que vous pouvez aussi envoyer B à un client qui ensuite va pouvoir l'utiliser ici. On va voir aujourd'hui, et particulièrement en TD, l'utilité pour la modélisation des canaux privés et de cette mobilité, le fait d'envoyer un canal privé et de le recevoir. Si vous vous souvenez de PC3R, il me semble qu'on faisait ça. Est-ce qu'on a fait un partiel de PC3R? Non, hein, c'est ça. Mais il me semble qu'on a fait des... Ah, je sais plus en fait. Il me semble qu'on a fait des exercices de PC3R qui étaient basés sur le fait de... on va créer un canal privé... Ok, merci, pas de partiel. On va créer un canal privé entre le client et le serveur. Comme ça, les informations qui passent du client au serveur et du serveur au client n'interfèrent pas avec les informations d'un deuxième client. Il me semble que j'avais montré ça en cours ou en TD. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le pi-calcul. Merci. Il me semble effectivement qu'on l'avait fait. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir créer des noms, les transporter, les utiliser ailleurs, et changer la topologie du système. Faire que deux parties du système ne peuvent pas communiquer au début, puis il y a une troisième partie qui leur envoie à chacune le même canal, et ensuite elles vont pouvoir communiquer sur ce canal. Donc les liens entre processus qui sont mis en parallèle, ils évoluent à l'exécution. C'est la caractéristique du pi-calcul par rapport à CCS, et il a été introduit par Robin Milner dans un article, un livre qui s'appelait A Calculus of Mobile Processes. Donc c'est ce mobile là qui est important, qui représente la capacité du système d'évoluer topologiquement à l'exécution. Alors on va faire comme je vous avais montré en TD CCS pour aller plus vite avec nos processus. On va utiliser la réception répliquée. L'idée c'est que quand on commence à modéliser des vrais systèmes avec le pi-calcul, ce qui peut nous intéresser à un moment, c'est parler de la complexité, de la terminaison du système, ou de l'élégance
d'une modélisation. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait une notion de taille du système. Pour dire par exemple, qu'est-ce que c'est un système dont la taille explose à l'exécution? C'est important parce que ça permet de représenter des programmes dont la consommation mémoire explose à l'exécution. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose qui grossit en taille? Il nous faut une notion de taille. Et la notion de taille toute trouvée pour le picalcul, c'est le nombre de préfixes. Par exemple, lui, il a 1, 2, 3, 4, 5 préfixes. Vous voyez que quand il se réduit, lui avec lui, il en a plus que 2. Et puis que ensuite, si jamais ça peut, soit il reste bloqué à 2, soit les deux se réduisent ensemble et il arrive à 0. Donc on peut compter le nombre de préfixes d'un processus et puis se dire, ah ben on voit qu'il réduit, sa taille réduit à chaque réduction. C'est important d'avoir cette notion de taille. Par contre, quand on a des réplications, on a une infinité de copies d'un même processus, donc la notion de taille, elle n'a pas de sens, vu qu'on a un truc infini, vu qu'on peut le déplier, d'accord? Ce processus-là, c'est quoi sa taille? Ben, c'est compliqué à dire, parce que ce truc-là, je peux le déplier en ça, le déplier en ça, le déplier en ça, et donc en fait, il a une taille infinie. Donc comment se représenter un processus avec une taille infinie, en plus, c'est un peu compliqué, d'accord? C'est-à-dire, quand on modélise des choses, on modélise pas quelque chose qui a une taille infinie, souvent. Hein. Enfin, je vais pas aller sur des terrains philosophiques, mais généralement, on a envie de modéliser des choses avec des tailles finies. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette réplication, hein? On a dit qu'on en avait besoin pour être Turing complet, mais qu'est-ce qu'on cherche à modéliser quand on modélise une infinité de copies de ça en parallèle? Globalement, ce qu'on cherche à modéliser, c'est quelque chose qui réagit à l'infini. C'est pas une infinité de copies en parallèle, mais c'est quelque chose qui peut infiniment réagir. N'oubliez pas, on est dans le monde du comportement. Hein, on modélise des comportements de programme, on ne modélise pas la syntaxe, le cœur du programme. Donc ce qu'on veut modéliser, c'est ce comportement de réagir à l'infini à des stimuli extérieurs. D'accord? Et donc il faut qu'on voit la réplication de manière réactive. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser uniquement les réceptions répliquées. On n'a pas le droit de mettre de bang autrement que devant un a de x.p. Donc évidemment, a, x et le nombre de variables entre parenthèses, ça peut changer, mais on va mettre uniquement des réplications sur des processus qui font des réceptions. D'accord? Ensuite, on va interdire le dépliage. Quand on a une réplication, on n'a plus le droit de la déplier, donc on n'a plus le droit ou de la replier d'ailleurs, donc on n'a plus le droit de faire grossir la taille du processus gratuitement, sans faire de réduction. Et on va rajouter une règle à la sémantique qui dit que quand on a une réception répliquée sur le canal A, et en face un bonhomme qui veut parler à A, alors ça se réduit en je garde une copie de la réception répliquée, je prends une copie de la continuation dans laquelle le message remplace la variable, et je prends la suite de lui. Donc moralement, il se passe la même chose qu'avant, hein. C'est-à-dire je prends une copie de ce truc-là et je l'instancie avec le message, sauf que on ne déplie plus la réplication, mais on rajoute une règle de sémantique qui nous permet de le faire directement. Donc maintenant, on peut parler de taille de processus, et surtout, on comprend ce qu'on essaye de faire avec cette Turing complétude. On essaye de modéliser des processus qui peuvent réagir une infinité de fois à un stimuli extérieur. Donc on n'est plus en train de créer quelque chose qui est inconsidérément infini, on est en train de créer un comportement qui réagit de manière persistante, de manière infinie à quelque chose. D'accord ? Et alors il se trouve que le picalcul avec juste la réception répliquée, il a la même expressivité, c'est-à-dire on peut représenter les mêmes comportements que si on n'avait pas la réception répliquée, c'est-à-dire qu'on avait la réception standard. D'accord ? Donc on perd rien à se restreindre à ça. On garde quelque chose d'aussi expressif. Et puis ça nous permet de faire le modèle du serveur, hein, c'est ça qui est intéressant dans la modélisation par passage de messages. C'est l'idée de dire, alors c'est pas forcément un serveur web, hein, ou c'est pas forcément même un serveur au sens internet, c'est penser à l'idée de la chose qui persiste dans une soupe concurrente et qui peut à tout moment réagir à un stimulus par une réponse. Donc quelque chose qui reçoit des requêtes et qui renvoie des réponses. Souvenez-vous, si vous étiez là, encore une fois, je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là, de PC3R quand on faisait les premiers TD de Go, où vous aviez des choses qui étaient moralement des serveurs. Vous aviez celui qui
vous avez des processus enfin des goroutines qui réagissaient au fait qu'on leur envoyait des lignes de conseillers municipaux et puis qu'ils les transformaient en autre chose. Ce genre de choses, bah, c'était moralement des serveurs, c'est-à-dire des choses réactives qui restaient dans la soupe, qui étaient tout le temps disponibles pour qu'on les contacte et qui fabriquaient une goroutine à chaque fois qu'on les contactait pour traiter quelque chose. D'accord ? Donc la réception répliquée, c'est ce modèle du serveur. Vous pouvez voir un serveur web, par exemple, comme une réception répliquée d'une URL, hein, le canal de la réception répliquée, c'est là où vous contactez le serveur. Vous lui passez des arguments et un canal de retour. Lui, il calcule un truc et à la fin, il vous envoie une réponse sur le canal de retour que vous lui avez envoyé. Du coup, si vous avez deux clients, ils fabriquent chacun leur propre canal de retour et ils envoient deux requêtes au serveur qui va spawn une copie du corps du serveur pour chacune des requêtes et ensuite renvoyer le résultat sur le bon canal. D'accord ? Et à ce moment-là, on peut définir la taille d'un processus comme le nombre de préfixes qui ne sont pas sous des bangs. D'accord ? Donc lui, il a une taille 1, et puis il se réduit sur lui-même en une étape qui reste à taille 1, donc on diverge mais à taille constante. Et là, on va diverger, mais la taille va augmenter. C'est-à-dire, on a une taille 1, on va en prendre un qui va jouer, ce A bar va jouer avec ce AX, et on va récupérer 2 A bar de V. Donc on passe à taille 2. Ensuite, on en prend un des A bar de V, on le joue avec le AX, on récupère 2 A bar de V, donc on passe à 3. Et là, on a la taille qui croît à chaque fois qu'on envoie quelque chose ici. Voilà. Donc maintenant, on va travailler avec la réception répliquée. Donc voilà pour la première partie syntaxe sémantique. On a un calcul, c'est intéressant. Et maintenant, on va essayer de se poser la question. Et alors, peut-être vous, ça vous paraît pas naturel, mais vous avez compris que c'est ce qu'on faisait quand on avait ce genre d'algèbre de processus. On va se poser la question de l'équivalence. Hein. On a une manière de décrire un système. Et on va dire, quand est-ce que deux écritures représentent des systèmes qui ne sont pas forcément le même système, mais qui ont le même comportement, qui se comportent de la même manière. Donc comme on a une relation de réduction, on peut définir directement une bisimulation de réduction. D'accord ? La bisimulation de réduction, elle nous permet de dire que deux processus P et Q sont dans une bisimulation de réduction. Si à chaque fois que P se réduit en P', on n'a pas d'étiquette, parce qu'on n'a pas défini les transitions, comme en CCS. On a juste défini la réduction. Donc ce qu'on fait ici, c'est une bisimulation de réduction. Si P se réduit en P', il existe Q' tel que Q se réduit en Q', et P, Q' et Q' sont ensemble, et vice-versa. Évidemment, c'est nul, d'accord ? Parce que par exemple, le processus qui fait rien, eh ben, il est bisimilaire, selon cette définition de bisimulation de réduction, au processus qui fait plein de trucs, sauf qu'il ne peut pas se réduire. Si on parle que de réduction, lui, il ne peut pas se réduire, et lui, il ne peut pas se réduire non plus. Sauf que lui, il a du potentiel, c'est-à-dire si en face, il y a quelqu'un qui fait un A-bar, il peut devenir un truc, etc., etc. Donc si on regarde que la réduction pour faire une équivalence, alors on a un truc un peu nul qui nous dit est-ce que le processus peut se réduire autant que l'autre. Ce qui est intéressant pour la bisimulation, évidemment, c'est de mettre les choses en contexte. C'est-à-dire, est-ce que quand il se passe quelque chose avec l'extérieur, ce processus réagit différemment. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Et pour pouvoir faire la même chose qu'en CCS, c'est-à-dire faire une vraie bisimulation qui décrit les processus et leur manière de réagir avec l'extérieur, il nous faut une sémantique de transition comme en CCS. Donc là, j'espère que vous avez compris, on a regardé comment on pouvait réduire un processus du pi-calcul, et l'idée, c'est, on l'a fait ici, par exemple, d'accord ? Et là, ce qu'on va regarder, c'est comment on peut écrire un système de transition pour le pi-calcul. Et je vous ai dit, la différence fondamentale entre les deux, c'est que là, la réduction, elle considère le processus en autonomie, d'accord ? Il est tout seul, et est-ce que à l'intérieur de lui-même, il peut brancher des trucs dans des trucs pour se réduire ? Alors que là, on considère le processus dans un environnement. Est-ce qu'il existe une manière de le faire avancer dans une direction ou dans une autre ? D'accord ? Donc voilà le système de transition du pi-calcul. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs systèmes de transition possibles. On va prendre des étiquettes qui sont AX pour dire je reçois X sur A, et A bar B pour dire j'envoie B sur A. Donc, du coup, si mon processus, c'est A bar de V.P, alors il peut envoyer V sur A et devenir P.
Ça, vous serez d'accord avec ça. Si mon processus, c'est a de x.p, alors il peut recevoir v sur a et devenir p dans lequel v remplace x. Et du coup, il y a les deux ensembles qui sont possibles. Si j'ai une moitié de processus qui veut recevoir v sur a et l'autre moitié qui veut émettre v sur a, et que je les mets les deux ensemble, alors ils peuvent faire un taux et devenir le p' et q'. D'accord, le transitionné de lui et le transitionné de lui. Si j'ai un processus en parallèle qui est spectateur, bah ça marche aussi. Si P fait une action pour devenir P', alors je peux mettre Q à côté qui ne bouge pas, et P parallèle Q fait la même action pour devenir P' parallèle Q. Je peux faire la somme. S'il y a un des deux côtés qui fait la transition pour devenir P', bah la somme fait la transition pour devenir P'. Et je peux faire, plus les règles symétriques, hein, évidemment, donc il y a la somme de l'autre côté et le parallèle de l'autre côté. Et puis, si jamais je fais une action dans laquelle le nom secret A n'apparaît pas, alors, si P fait une action alpha qui est dans lequel A n'apparaît pas, c'est-à-dire c'est pas un envoi ou une réception sur A, et c'est pas un envoi de A. D'accord? Donc si le nom n'apparaît pas dans A, alors si je dis que ce nom est privé dans P, ce processus-là peut bien faire la même réduction vers P' dans lequel le nom A est privé. Donc ça marche, mais il manque quelque chose. Est-ce qu'on aura droit au document lors de l'examen? Oui, je pense, sauf si Carlos dit le contraire. Mais je crois que vous avez droit au document pendant l'examen. Enfin, je sais plus en fait. Ouais, demandez à Carlos, mais je crois que oui. Donc l'idée c'est qu'on n'a pas de concurrence structurelle ici. Et il nous manque des trucs. Il nous manque l'extrusion. D'accord? Il nous manque la mobilité en fait. Si je prends juste ces règles-là, j'ai pas de règles qui me permettent d'envoyer un nom secret à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette règle-là, elle est trop stricte. Elle dit, si jamais je cache le nom A, j'ai pas le droit de faire quelque chose qui parle de A. De faire une action qui parle de A. Donc entre autres, j'ai pas le droit de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc il me manque quelque chose et il nous faut des règles en plus. Les règles en plus, les voilà. On rajoute une étiquette qui nous dit, j'envoie sur A le nom B, mais attention, ce nom B est un nom privé. C'est un nom qui, lorsqu'il est parti de son émetteur, était réservé à cet émetteur. C'est-à-dire il était privé au moment où on l'a envoyé. Du coup, il faudra qu'on s'en souvienne au moment où on le reçoit. Donc voilà, l'idée c'est que si jamais j'ai un nom qui est B qui est caché dans P, et que P extrude, on utilise le mot extrude, c'est-à-dire il envoie le nom B vers l'extérieur, sur un canal A. Alors au moment où je passe le B, je change l'étiquette pour lui faire dire que le nom B est privé. D'accord? Donc là, ça veut dire, j'envoie le nom A, mais attention, j'envoie le nom B sur A, mais attention, ce nom B était privé. D'accord? Et ensuite, ce nu B disparaît, parce que maintenant, il n'est plus privé, maintenant je l'ai envoyé. Et oui, il disparaît, mais il réapparaît quand même. C'est-à-dire, si jamais lui est capable de recevoir B pour devenir P', et lui est capable d'envoyer le nom privé B pour devenir Q', au moment où il communique, on se souvient que le nom B était privé, et on remet le nu B qu'on a enlevé ici, on le remet devant P' et Q'. Donc si vous avez une moitié qui envoie un nom privé, le nu disparaît, on se souvient dans l'étiquette que le nom est privé, et au moment où il y a une autre moitié qui reçoit ce nom, on remet le fait que le nom est privé, mais ce coup-ci, il y a quelque chose en plus qui se retrouve sous l'étiquette, c'est Q', et c'est bien légitime qu'il se retrouve sous l'étiquette, parce qu'il a reçu le nom B, et que maintenant il le connaît, et qu'il peut faire quelque chose avec. Donc ça, c'est un peu technique, d'accord? Dans le détail, c'est bien si vous le comprenez, mais pas forcément du premier coup. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez maintenant, c'est pourquoi ça existe, d'accord? C'est cette notion de mobilité et le fait qu'on peut envoyer des noms privés à des endroits qui ne le connaissent pas, et qui vont se mettre à le connaître, et qui vont pouvoir l'utiliser. Et donc que la manipulation des nus, elle doit être prise en compte par le système de transition, qui permet d'ouvrir un nom privé, et puis de le refermer quand on a trouvé le processus, dans le processus qui le reçoit. Alors pour la réplication, on s'en moque. Pour la communication répliquée, alors ça c'est pour la communication répliquée, voilà, bon ça c'est pour régler les problèmes de réplication. Alors le défi c'est de trouver des règles pour la réplication et pour l'extrusion. Nous, ces règles-là, on s'en moque un peu parce que on va passer à des LTS
qui ont uniquement des réceptions répliquées. Donc ces choses-là vont moins exister. Par contre, ça c'est important, le open et close, le fait qu'on peut, modéliser des comportements d'extrusion de noms. D'accord? Donc si vous avez, lui, c'est le processus qui connaît B et qui envoie A bar de B. Lui, c'est le processus qui reçoit un nom sur A, et puis ensuite qui le fait communiquer avec lui-même. Et si je nu A entre P1 et P2, bah, P1 va être capable de faire A bar de B lié, de B privé, et P2 va être capable de faire AB. Donc quand les deux vont réagir ensemble, ça va faire un UA B de 0 et B bar parallèle B. D'accord? Peut-être je vais le faire, hein, comme ça c'est bien. CTRL V. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, j'ai P1. P1, c'est nu B A bar de B. Et P2, c'est A de X. Point X bar de X. Non, non, attendez, j'ai carrément fait écrire la dérivation entièrement. Au moins, on en aura fait une entièrement. Donc, j'ai nu A de P1, P2. Et ça, c'est égal. C'est égal à nu A, nu B A bar de B, parallèle A de X, X bar X. Et là, je veux montrer que cette chose-là peut faire un taux vers quelque chose. Donc ce que je fais, c'est que je vais montrer que nu B A bar de B parallèle A de X, X bar parallèle X, peut faire un taux vers quelque chose et que A n'appartient pas à taux. D'accord? Ce sera tout le temps vrai parce que taux ne parle de rien. Donc A n'appartient pas à taux. Pour montrer ce truc-là, alors je me suis encore trompé dans les parenthèses, je vais montrer que nu B A bar de B est capable de faire un truc et que A de X, X bar de X est capable de faire un truc. Et là, pour ça, il faut que A bar de B soit capable de faire un truc. Et pour ça, et là c'est... Donc là, j'utilise la règle de out qui me dit que A bar de B, ça peut faire A bar B pour devenir 0. Du coup, ici, je vais utiliser la règle... alors là, vous voyez, ici, ça, j'ai utilisé la règle out. Donc j'ai pris un processus et j'ai dit, si mon processus est A bar de quelque chose, et ben, il fait A bar de quelque chose et il devient la suite. Et là, la suite, c'est 0. Maintenant, ici, j'ai un UB. Et j'ai un UB et l'étiquette qui est au-dessus du UB, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser ce truc-là parce que l'étiquette qui est au-dessus, elle parle du nom qu'il y a dans le nu. Le nom qu'il y a dans le nu, c'est B et mon étiquette, c'est A bar de B. Du coup, je ne peux pas utiliser res. Mais je peux utiliser open. D'accord? Puisque j'ai bien un UB ici et un bar de B en haut. En plus, c'est les mêmes lettres. Et du coup, je vais dire que ça, c'est OK, mais il faut faire A bar de parenthèse B pour dire que j'envoie un nom privé. Et par contre, j'oublie le nu B du côté là. De l'autre côté, ici, je peux recevoir B et devenir B bar parallèle B. D'accord? Ça, je peux toujours le faire. Et là, vous voyez que ici, j'ai un A bar de B privé et ici un AB. Et donc, je suis dans le cas ici, dans le cas close. Donc là, c'est open. Là, c'est in. Là, c'est close. Et du coup, close, elle me dit,
que je mets ça en parallèle de ça, donc j'ai 0 parallèle B bar B, mais que je dois remettre le nu B devant. D'accord? Ensuite, là, je peux faire un res, parce que j'ai un nu A et j'ai un truc qui parle pas de A, et je deviens nu AB, B bar B. D'accord? Donc là, j'ai fait une dérivation de réduction, de transition. Vous voyez que ici, le A bar B qui était du côté là, c'était un A bar privé parce que j'ai sorti le B. Donc j'ai enlevé le nu B ici, mais je l'ai remis après le taux. Vous voyez ce qui s'est passé? Le nu B qui était juste autour de celui qui faisait l'émission, maintenant il est autour de tout le processus. D'accord? Donc c'est à ça que ça sert la scope extrusion, ça sert à transporter les nu B pour qu'ils englobent l'intégralité du processus qui les connaît. Bon, c'est peut-être un peu technique, mais à l'usage, ça devrait se révéler pas trop compliqué. Du coup, maintenant qu'on a ça, on peut construire, maintenant qu'on a un système de transition, on peut construire une bisimulation dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie entre la réduction et l'équivalence structurelle. Elle nous dit que si P, je peux le modifier avec la congruence structurelle et faire l'étiquette alpha pour devenir P'. Alors je pouvais faire alpha d'abord et seulement après le modifier. Bon, peu importe. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est ça, la définition d'une bisimulation. On dit qu'une relation entre processus est une bisimulation, alors forte évidemment. Si on dit rien, ça veut dire forte. Si pour tout... Alors, à chaque fois que j'ai P qui est en relation avec Q, si P pour tout P' et alpha, P est capable de faire alpha dans P', je peux trouver un Q' tel que Q peut faire alpha dans Q'. Et que les deux restent dans la relation R. Et pareil pour Q'. Donc ça ne change pas par rapport à ce que vous avez vu pour CCS. C'est la même chose. C'est que deux processus sont... Enfin, c'est qu'une relation est une bisimulation quand elle est stable par ce jeu-là. C'est-à-dire, vous prenez un couple qui est dans la relation, vous jouez un coup d'un côté du couple, vous devez être capable de jouer le même coup de l'autre côté et de rester dans la bisimulation. D'accord? Et donc vous vous souvenez de ce que vous avez fait en TD, bah, c'est la même chose ici, sauf que le langage de base est différent. Donc évidemment, c'est une relation qui est plus fine que la bisimulation de réduction, hein, puisqu'on n'est pas en train d'identifier 0 et A2X. Entre autres, lui peut faire A et lui peut pas faire A, donc ils vont être distingués. Et le truc, c'est que, qu'est-ce qui se passe si on veut une équivalence de test? C'est-à-dire, si on ne veut pas utiliser la co-induction, si on veut pouvoir tester les processus vis-à-vis d'autres processus. C'est un peu le problème de la bisimulation, et ce problème, vous l'avez vu quand vous essayez d'en prouver, c'est que c'est difficile de montrer la non-bisimulation. C'est facile de montrer, enfin c'est facile, c'est possible de montrer que deux processus sont bisimilaires, parce qu'on construit la relation, et ensuite on montre que cette relation, elle respecte ce jeu-là, et c'est difficile de construire une relation, c'est difficile de construire une négation de bisimulation, parce qu'il faudrait montrer que quoi qu'il arrive, on ne peut pas les mettre dans une relation. Alors ce qu'on peut trouver pour remplacer ça, c'est soit une logique qui est équivalente, ça c'était bien, le fait d'avoir la logique de NSI-Milner, et de dire bah c'est équivalent à la bisimulation, donc pour montrer qu'ils sont pas bisimilaires, on a juste montré qu'il y a une formule qui est vraie pour l'un et pas pour l'autre. Et ce qu'on va faire ici, c'est une équivalence de test, c'est-à-dire on va montrer que il va y avoir un test qui va marcher pour l'une et pas pour l'autre. D'accord? Alors je réponds à votre question, Hakim. Pour faire ce qu'on veut, c'est-à-dire pour modéliser des choses au niveau de modèle, évidemment ça sert d'avoir juste la réduction. D'accord? On va le voir tout à l'heure en TD. Vous écrivez vos serveurs, et puis vous regardez comment ils se réduisent. Et puis si jamais vous voulez modéliser le comportement de votre serveur vis-à-vis d'interactions extérieures, par exemple vis-à-vis de trois clients qui sont en parallèle, bah vous fabriquez un gros système qui contient votre serveur et vos trois clients, et puis vous le faites réduire. Donc vous avez raison sur ce point-là, la réduction de base, ça permet d'exprimer ce qu'on veut. Le problème, c'est que ça ne permet pas d'exprimer la bisimulation, c'est-à-dire que ça ne permet pas d'exprimer des équivalences comportementales. Je vous ai dit qu'un point important, une question importante qu'on se pose quand on modélise des systèmes, c'est quand est-ce que deux systèmes a priori différents se comportent pareil. Et on avait vu que c'était difficile de dire quand est-ce qu'ils se comportent pareil en regardant uniquement
la manière dont ils se réduisent, évidemment. Parce que quand on dit qu'ils se comportent pareil, ça veut dire qu'ils se comportent pareil vis-à-vis de l'extérieur. Donc si on veut qu'ils se comportent pareil vis-à-vis de l'extérieur, il faudrait, si on a la réduction, les mettre en parallèle avec plein de processus de test et les tester pour tous les processus possibles. D'accord? Donc pour pouvoir égaliser des comportements de processus, on est obligé de les considérer vis-à-vis de l'extérieur. Et donc à ce moment-là, on est obligé d'utiliser une sémantique de transition. Donc je suis d'accord que pour modéliser l'évolution d'un modèle, il suffit d'avoir la réduction, mais que dès qu'on veut passer à modéliser le comportement et comment se comporte un modèle vis-à-vis de l'extérieur, on est obligé de s'ouvrir sur la sémantique de transition. Vous devriez ne pas être content de ça, de dire que si j'essaye d'égaliser le comportement de processus avec juste la réduction, je suis obligé de dire que lui et lui se comportent pareil. Parce que lui, c'est 0, le processus qui fait rien, donc il ne peut pas se réduire. Et lui, bah, il ne peut pas se réduire non plus. C'est le processus qui attend quelque chose sur A. Donc si je le considère tout seul en isolation, il ne peut pas se réduire. Et ça, c'est mauvais. On a envie de dire que lui, il a un potentiel de comportement plus intéressant que lui. Parce que lui peut recevoir un truc sur A, puis ensuite devenir un truc qui fait des copies de B, etc., etc. Donc pour pouvoir ne pas égaliser lui et lui, il faut pouvoir parler de comment un processus peut réagir avec l'extérieur, et pour ça, il faut soit un système de transition, soit une équivalence de test compliquée. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de réintroduire la transition dans le pi-calcul, alors que c'est très compliqué, hein, on va en parler un petit peu. Là où c'est compliqué, c'est, on ne le voit pas forcément, c'est ce qu'il y a ici. C'est que le processus A de x.p, il a une infinité dans son LTS. Son LTS est à ce qu'on appelle à branchement infini. C'est-à-dire, si vous avez A.p en CCS, d'accord, dans votre LTS, vous dessinez une transition A vers P. Ça, c'est super. Vous avez l'habitude de faire ça. Si maintenant vous êtes en pi-calcul et que vous avez le processus A de x.p, qu'est-ce que vous dessinez comme transition dans votre LTS? C'est pas évident. Parce que vous pouvez pas dire vous pouvez écrire qu'il peut faire A de V pour devenir P dans lequel V remplace X. Mais il fait aussi A de... Alors je devrais pas écrire le A de V parce que j'ai dit que dans l'étiquette, il n'y avait pas de parenthèse quand c'était pas lié. Mais il peut aussi faire A de V1 pour devenir P dans lequel V1 remplace X, et aussi A de V2 dans lequel V2 remplace X. Et en fait, pour chacun des noms, et il y en a une infinité, vous êtes obligé de faire une transition dans votre LTS. Donc c'est vrai que c'est moche, les transitions dans le pi-calcul, à cause de ça. À cause du fait que dès qu'on a une réception, on doit dessiner toutes les flèches possibles pour tous les noms possibles. C'est-à-dire pour une infinité de noms. D'accord? Donc on a un LTS qu'on appelle à branchement infini. C'est pas seulement qu'il est infini, on a déjà vu des LTS infinis, on a déjà vu des LTS qui bouclent, quand on a fait CCS, et sauf si j'ai mal fait mes TD, on a déjà vu des LTS infinis. C'est-à-dire des LTS où il y a un truc qui se réduit à un autre truc, qui se réduit à un autre truc, qui se réduit à un autre truc, et ça descend à l'infini, et eux, c'est jamais les mêmes, mais il y en a une infinité. D'accord? Mais ce qu'on n'a jamais vu dans CCS, c'est des LTS à branchement infini, c'est-à-dire d'un même état, on peut atteindre une infinité d'états différents. Ça, on l'a jamais vu. Et bien, on va être obligé de se le taper dans le pi-calcul, parce que dès qu'on a une réception, on peut arriver sur une infinité d'états différents qui vont dépendre de l'infinité de noms qu'on peut recevoir avec cette réception. D'accord? Donc effectivement, la sémantique de transition, elle est douloureuse, mais on en a besoin, parce qu'avec juste la sémantique de réduction, on ne peut pas discriminer correctement les processus, et on ne peut pas parler d'un processus réactif, d'un processus qui réagirait à des choses. On est obligé de parler des processus en vase clos, et on ne peut pas parler de comment ils réagissent à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on veut une équivalence de test? Alors, on peut écrire, on peut définir une équivalence de test, je vais vous montrer comment on la définit, en utilisant des propriétés des processus. C'est-à-dire, là, j'ai pas quelque chose de comportemental, mais j'ai quelque chose de plutôt syntaxique. Quand je mets P barbe A, ça signifie P peut recevoir un message sur A. Donc ça veut dire qu'à un moment, quelque part dans P, il y a un A de X ou un A de Y quelconque. P barbe de A bar,
ça signifie P peut envoyer un message sur A, mais on ne dit pas quel message, on dit juste qu'il est capable d'envoyer sur A. Et pour A ou A bar, et pas pour taux, on note mu. Donc ça, on appelle ça des barbes. Et des barbes, c'est des choses faciles à vérifier, d'accord? Si vous prenez un processus, vérifiez s'il a une barbe sur A ou une barbe sur A bar, c'est facile, vous n'avez pas besoin de réduire le processus ou de regarder toutes les possibilités, vous avez juste besoin de regarder, est-ce qu'il y a un moment quelque part, il reçoit sur A, enfin immédiatement, il ne faut pas que ce soit caché derrière un autre préfixe, ou est-ce qu'à un moment quelque part, il est capable d'immédiatement envoyer sur A. Donc ça c'est immédiat, P barbe A, ça veut dire P est capable immédiatement de recevoir un message sur A. P barbe A bar, ça signifie P est immédiatement capable d'envoyer un message sur A. Et on dit qu'une relation entre processus est une bissimulation barbue si pour tous les P et Q qui sont dans cette relation, P et Q ont les mêmes barbes, donc s'il y a une barbe dans P, il y a une barbe dans Q, Q a les mêmes, donc P et Q ont les mêmes barbes, et s'il y en a un qui fait un taux, alors là c'est cool, parce que du coup on n'est plus en train de faire des transitions, on est en train de faire des réductions, parce qu'on est en train de faire que des taux. S'il y en a un qui fait un taux, l'autre fait un taux aussi, et il reste dans la relation. Donc plutôt que de regarder toutes les transitions possibles, on regarde est-ce qu'ils ont les mêmes barbes, et ensuite on le fait leur réduction, et on regarde est-ce qu'ils ont les mêmes barbes après réduction. Donc ça a l'air beaucoup mieux à tester que la bissimulation où il faut regarder toutes les étiquettes possibles de transition. Là on regarde que les taux, mais par contre en plus à chaque étape on fait ce petit check de est-ce qu'ils ont les mêmes barbes. Et je vous ai dit, checker s'ils ont des barbes, c'est facile, ça se fait rapidement en regardant la syntaxe du processus. D'accord? Donc là, on y est presque, mais c'est pas tout à fait suffisant, parce que, regardez ces deux processus-là, ils ont les mêmes barbes. Ils sont capables de recevoir sur A tous les deux, d'émettre sur B tous les deux, et de recevoir sur B tous les deux. Et si jamais ils se réduisent, alors ils restent dans quelque chose qui a les mêmes barbes. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se réduire. Lui, il ne peut pas se réduire, et lui, il ne peut pas se réduire. Donc, ils vont être bisimilaires barbus, lui et lui. Or, on a envie de les discriminer, parce que lui, il est capable de renvoyer un X après un X, et lui, il n'est pas capable de renvoyer son Y après avoir reçu son Y. Donc, il faut qu'on les discrimine. Donc, ça ne suffit pas d'être bisimilaire barbu. Par contre, ça a l'air vraiment attractif comme équivalence. Le fait de devoir juste faire des réductions, c'est bien. Et en fait, ce qui manque, c'est, dans cette définition-là, c'est toujours le test de l'extérieur. L'extérieur doit être capable de tester le processus, d'interagir avec le processus. Et on arrive à un truc qui s'appelle l'équivalence barbue, qui dit deux processus sont équivalents barbus si pour tous les troisièmes processus possibles, si je le mets à côté de P et si je le mets à côté de Q, j'ai deux choses qui sont bisimilaires barbus. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour tester que deux processus sont bisimilaires barbus? C'est-à-dire que pour tous les processus qui existent, vous mettez ce processus à côté de P, ce processus à côté de Q, ensuite vous devez avoir les mêmes barbes, et vous devez, chaque fois que vous réduisez d'un côté, P parallèle R ou Q parallèle R, vous devez retomber sur un truc qui a les mêmes barbes, et qui est dans une relation de bissimulation. Mais vous réduisez qu'avec des transitions taux, c'est-à-dire qu'avec des réductions. Donc ça a l'air sympa, mais on doit quand même tester sur l'ensemble des processus. Mais ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que tester de manière positive la bissimulation, on sait faire. On construit la relation, et après on montre que c'est une bissimulation. Ce qui nous embête, c'est tester de manière négative la bissimulation. Quand on soupçonne deux processus de ne pas être bisimilaires, ce qui est dur, c'est de tester de manière négative. Alors que là, c'est facile de tester de manière négative. Il suffit d'en trouver un pour montrer que P et Q sont pas équivalents barbus. Il suffit de trouver un seul troisième processus R et de montrer que quand vous mettez R à côté de P, il ne se passe pas la même chose que quand vous mettez R à côté de Q. Et il ne se passe pas la même chose, ça veut dire vous réduisez des deux côtés et vous arrivez à un moment où vous n'avez pas les mêmes barbes. Et ça, c'est plutôt cool, parce que réduire, c'est facile. On n'est pas en train de considérer toutes les choses possibles avec l'extérieur. Et avoir les mêmes barbes, c'est facile aussi. Donc en fait, on a transformé une équivalence où on testait toutes les possibilités avec l'extérieur à chaque fois, en une équivalence dans laquelle on représente la possibilité d'interagir avec l'extérieur une seule fois, en choisissant le processus au début, et ensuite en faisant plus que des réductions internes. Et donc je réexplique la bissimulation barbue. Donc pour comprendre la bissimulation barbue, il faut comprendre la bissimulation,
d'accord, et se dire que et comprendre que la bissimulation, elle est difficile sur le pi-calcul parce que les LTS sont à branchement infini. Donc quand vous avez... Alors c'est toujours pareil, hein. Prouver que deux processus sont bisimilaires, c'est plutôt facile parce que vous exhibez votre bissimulation, enfin votre relation, et vous montrez qu'elle respecte le jeu de la bissimulation. Montrer que deux processus ne sont pas bisimilaires, c'est difficile, parce que vous devez montrer que dans tous les cas, vous arrivez à quelque chose qui ne respecte pas le jeu de la bissimulation. Et ce dans tous les cas, il devient extrêmement angoissant lorsque vous avez un branchement infini. Parce que vous devez faire une infinité de cas. Alors de fait, vous pouvez à chaque fois discriminer entre si ce nom c'est celui-là ou celui-là, il se passe ça, si ce nom c'est un autre nom, il se passe ça. Mais quand même, c'est compliqué. Donc on a envie d'avoir une relation qui est plus facile à tester négativement que la bisimilarité. Donc c'est plus facile de montrer que deux processus ne sont pas bisimilaires. Et donc l'idée, c'est de ne pas faire ce jeu avec les transitions, parce que ce jeu avec les transitions, il est trop compliqué. Le fait de tester toutes les transitions possibles, si on a une infinité de transitions depuis un endroit, eh ben c'est trop compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'inventer une nouvelle équivalence. Pour ça, on fait une équivalence où on parle de barbe. Et avoir une barbe, c'est quelque chose de très facile à voir sur un processus. Ça ne demande pas de la sémantique, ça ne demande pas de manipuler le processus, de le réduire ou de le transitionner, ça demande juste de le regarder et de dire est-ce qu'il peut faire un message sur A. Et on ne dit pas quoi, on ne dit pas ce qu'il devient, mais juste est-ce qu'il peut recevoir un message sur A, oui ou non. Et ensuite on a une autre barbe, enfin, on a d'autres barbes qui sont les barbes d'output, est-ce qu'il est capable d'envoyer un message sur A. On ne dit pas qu'est-ce qu'il est capable d'envoyer, on ne dit pas ce qui se passe s'il l'envoie, on dit juste est-ce qu'il est capable de le faire, oui ou non. Et donc vous êtes d'accord que vérifier ça, c'est facile. C'est facile de regarder sur un processus s'il est capable de recevoir sur A ou s'il n'est pas capable de recevoir sur A. D'accord? Et du coup, on va changer notre définition de bissimulation pour dire que plutôt que de permettre au processus de réagir à n'importe quelle transition, on va se rester sur les taux transition. Donc on va dire, je fais que des taux de transition. Donc si j'enlève ces deux lignes-là, que je garde que ces deux lignes-là, je retombe sur ma bissimulation nulle de tout à l'heure. Hein, c'est exactement la même que celle-là. C'est des réductions à la place des taux, mais on sait que taux et réduction, c'est la même chose. Or, celle-là, j'avais dit qu'elle était nulle, puisque lui était égalisé à lui. Donc qu'est-ce qui change entre ma bissimulation de réduction nulle et ma bissimulation de barbu que j'aime bien? Il change qu'en plus, à chaque étape, pour que les deux processus soient en relation, non seulement il faut qu'ils respectent ce jeu avec des réductions, mais il faut qu'en plus, ils aient les mêmes barbes. Donc à chaque étape, je vérifie, est-ce que lui peut envoyer sur les mêmes noms que lui peut envoyer, et vice-versa. Est-ce que lui peut recevoir sur les mêmes noms que lui peut recevoir, et vice-versa. D'accord? Donc j'ai une transition qui est facile à faire, parce qu'elle utilise la réduction, ou les taux, alors que celle-là, elle utilisait n'importe quelle transition. J'ai une bissimulation qui est facile à faire, d'accord? Et qui est plus intelligente que ma bissimulation nulle. Parce que ce coup-ci, ce truc-là et ce truc-là sont plus identifiés. Parce que lui, il n'a pas de barbe sur A, alors que lui a une barbe sur A. Donc je suis assez content de moi, mais il manque quelque chose dans cette bissimulation barbue, c'est qu'on ne teste pas assez. Hein, c'est-à-dire que lui et lui, ils ont les mêmes barbes, mais quand on fait plusieurs étapes de transition avec l'extérieur, on ne peut pas les voir par des réductions, on peut les voir par des transitions, lui il fait un truc que lui ne fait pas. Donc il manque quelque chose à cette relation, et cette quelque chose, c'est de mettre en parallèle un testeur. Et donc l'idée de l'équivalence barbue, c'est de dire que deux processus sont équivalents barbus si pour tout processus testeur, quand je mets mon testeur à côté de P, j'ai un processus bisimilaire barbu à celui de quand je mets mon testeur à côté de Q. D'accord? Donc là, à ce moment-là, ces deux processus-là vont plus être, ils vont pas être équivalents barbus, parce que je peux trouver un processus qui teste, qui va tester quelque chose qui va arriver. Là, je vais avoir une barbe, et là, je vais pas avoir de barbe. Alors tout de suite, je vous le montre. Imaginez, donc à gauche, j'ai le processus A de x, point x bar, parallèle b bar, parallèle b, et à droite, j'ai le processus A de y,
parallèle B bar, parallèle B. Est-ce que vous voyez quel processus je peux mettre à côté de ces deux-là qui va faire que, en faisant que des réductions, je vais aboutir à une contradiction d'un côté et pas de l'autre. D'accord? Alors, est-ce que vous le voyez tout de suite? J'aimerais bien qu'il y ait au moins une personne qui l'ait compris, mais sinon, c'est pas grave. Ce qu'on fait ici, c'est des choses qui sont conceptuellement difficiles, évidemment. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je peux mettre à côté de chacun des processus qui va faire qu'au bout d'un moment, lui va pouvoir faire quelque chose et pas lui? L'idée, c'est quoi la différence entre les deux? Vous le voyez ça ou pas? C'est que lui, il est capable de faire un X-bar. Et pas lui. Mais ce X-bar, il est caché derrière un A. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'ouvre ce A des deux côtés pour ensuite que lui soit capable de faire un truc et pas lui. Donc je vais l'ouvrir avec un A bar de C, par exemple. Donc je mets A bar de C à côté de chacun de mes processus. Et alors maintenant, je regarde ce qui se passe. Est-ce que ces deux processus-là sont bisimilaires barbus? Alors, pour ça, il faut qu'ils aient les mêmes barbes. C'est quoi les barbes de lui? Lui, il est capable de faire A bar. Il est capable de faire A. Il est capable de faire B bar. Il est capable de faire B. Lui, il est capable de faire A bar, capable de faire A, capable de faire B bar, capable de faire B. Bon, très bien, ils ont les mêmes barbes. Maintenant, j'ai le droit de réduire d'un côté comme de l'autre. Et donc, je vais réduire de ce côté-là, lui avec lui. Donc, ça fait une réduction. Et je récupère C bar, parallèle B bar, parallèle B. Lui, je dois pouvoir faire une réduction du côté-là aussi. Donc, soit je choisis cette réduction-là, soit je choisis cette réduction-là. Si je choisis la réduction noire, je récupère A bar de C parallèle A de Y. J'ai un processus qui peut faire les barbes A bar et les barbes A. Là, j'ai un processus qui peut faire C bar, B bar et B. Donc là, vous voyez que ce n'est pas les mêmes barbes. Donc il ne faut pas que je réduise comme ça. Donc je réduis en rouge. Si je réduis en rouge, je récupère rien. B bar et B. Et là, les barbes que j'ai, c'est B bar et B. Et là, il faut comme barbe que j'ai C bar, B bar et B. Et donc, eux, ils n'ont pas les mêmes barbes. Donc, je viens de montrer que lorsque je mets le processus A bar de C à côté de celui-là et à côté de celui-là, j'obtiens deux processus qui ne sont pas bisimilaires barbus. Parce que lui peut se réduire et ensuite avoir les barbes C bar, B bar, B. Alors que lui, toutes les manières qu'il a de se réduire, il n'a jamais les barbes C bar, B bar, B. D'ailleurs, il ne peut jamais avoir la barbe C bar, peu importe la manière de se réduire. Donc j'ai montré que ces deux processus-là n'étaient pas bisimilaires barbus. Donc ça veut dire que ces deux processus-là ne sont pas équivalents barbus. Donc ils ne respectent pas mon équivalence. Mais alors qu'est-ce que ça fait qu'ils ne sont pas équivalents barbus? Pourquoi j'ai introduit tout ça? À quoi ça sert de les comparer avec l'équivalence barbue? Et bien en fait, il y a un théorème très important qui nous dit que P et Q sont équivalents barbus si et seulement si ils sont bisimilaires forts. Donc en fait, en montrant qu'ils ne sont pas équivalents barbus, c'est-à-dire en exhibant un processus tel que quand je le mets à côté de lui et que je le mets à côté de lui, je peux réduire d'une certaine manière qui va faire qu'ils n'auront plus les mêmes barbes, alors je montre qu'ils ne sont pas bisimilaires. Donc je peux montrer maintenant que deux processus du pi-calcul ne sont pas bisimilaires en montrant qu'ils ne sont pas équivalents barbus en utilisant cette équivalence barbue. Donc on capture une équivalence de transition avec une équivalence de test, et ça pour les résultats négatifs, c'est super important. Est-ce que je peux faire... Est-ce qu'on peut regarder ça vite fait? Lui et lui... Alors voilà, lui et lui, est-ce qu'ils sont équivalents barbus? Et si vous avez compris ce que j'ai dit, je vous les redessine ici. Lui, j'ai A de X, point X bar, B bar parallèle B, et de l'autre côté, j'ai A de Y, point C bar, B bar parallèle B. Et la question, c'est, est-ce que lui est bisimilaire à lui? Entre autres, est-ce que... Et donc, on a compris maintenant ce que ça veut dire. C'est, est-ce que lui est équivalent barbu à lui? Donc, c'est-à-dire, est-ce que je peux mettre un même bonhomme à côté de lui et à côté de lui, tel que, en réduisant d'un côté,
enfin en faisant le jeu de la réduction d'un côté puis de l'autre, etc., je peux arriver à une situation où il y en a un qui n'a pas les mêmes barbes que l'autre. Alors, on peut essayer avec le même bonhomme que là, si je mets A barre de C à côté et A barre de C à côté, vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire, je peux réduire lui avec lui, récupérer C bar, B bar de B, je peux réduire lui avec lui, C bar, B bar de B. Là, c'est les deux mêmes processus, donc ils sont forcément équivalents structurellement. Donc si je mets A barre de C à côté, ça marche. Mais vous avez vu, l'arnaque, c'est que lui, il avait déjà un C ici, donc c'est pas A barre de C que j'aurais dû mettre. J'aurais dû être plus malin et mettre un A barre de D. Si je mets un A barre de D ici, lui, il va me faire C bar, B bar, B. Lui, il va me faire D bar, B bar, B. Donc lui, il aura une barbe sur D bar, et lui, il n'aura pas de barbe sur D bar. Et inversement, lui, il aura une barbe sur C bar, et lui, il n'aura pas de barbe sur C bar. Donc si je mets un A bar de D à côté de lui, et à côté de lui, eh ben, je peux les réduire d'un côté, tel qu'à un moment, lui va pouvoir faire D et pas lui, et lui va pouvoir faire C et pas lui. Ils n'ont pas les mêmes barbes, donc ils ne sont pas équivalents barbus. S'ils ne sont pas équivalents barbus, par théorème de caractérisation, ils ne sont pas bisimilaires. Donc maintenant, quand vous êtes dans un exercice de pi-calcul et qu'on vous demande les deux processus sont-ils bisimilaires, et si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas bisimilaires, eh ben, vous pouvez le montrer en prenant un processus de test et en montrant que quand vous mettez le processus de test à côté de l'un et à côté de l'autre, vous avez quelque chose qui n'est pas bisimilaire barbu. Et à ce moment-là, vous n'avez pas à vous taper toutes les transitions à chaque fois, vous avez juste à vous taper les réductions, et maintenant que vous avez compris comment ça marchait, les transitions et les réductions en CCS, vous avez vu que c'est toujours beaucoup plus restreint de faire juste les taux que de faire tous les A, les B et les machins possibles. Et a fortiori, quand vous avez des... ça on s'en moque. Ça on s'en moque moins. Donc comme en CCS, on a des équivalences faibles, c'est-à-dire la flèche là, c'est la flèche là, mais avec des taux avant et après. Et c'est souvent utile en modélisation faible. Bon, si vous avez compris la bissimulation faible et les équivalences faibles de manière générale en CCS, bah, c'est la même chose en pi-calcul. Vous vous autorisez à faire des taux avant et après. Voilà. Je regarde juste de quoi je peux vous parler sans vous assommer trop. Je vais refaire deux transparents encore et je parlerai pas des fusions de HOP et de l'encodage de lambda dans Pi. Je ferai ça la semaine prochaine. Donc, les émissions asynchrones. Alors, souvent, quand on modélise des systèmes réels, on se restreint à un pi-calcul qu'on appelle le pi-calcul asynchrone. Qu'est-ce que c'est le pi-calcul asynchrone? C'est le pi-calcul dans lequel vous avez vous n'avez pas de continuation après un output. D'accord? Donc vous avez un A bar de V, mais il n'y a pas de Q derrière. Donc en gros, vous ne pouvez pas dire j'envoie V sur A, et ensuite je fais quelque chose. Pourquoi on appelle ça asynchrone? Bah, ça modélise le fait que l'envoi des messages est asynchrone. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message, vous ne pouvez pas dire j'envoie un message et une fois que quelqu'un l'a reçu, je fais quelque chose derrière. Parce que si vous réfléchissez, A bar de V.Q, c'est ça. C'est-à-dire j'attends que quelqu'un puisse recevoir mon message, au moment où il le reçoit, il y a synchronisation, et ensuite je deviens la suite. Donc ça veut dire que vous avez un système